Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis ravi de vous accueillir dans cette salle que nous prête la Chambre d'agriculture pour cette séance de formation dans le cadre du cycle de formation accompagné des petites villes de demain dans l'Aisne. Nous avons eu l'occasion de le souligner ces 2 dernières semaines, d'abord avec la visite de Mme Gouraud, la ministre de la cohésion des territoires, des relations avec les collectivités territoriales, puis lors du comité local de cohésion territoriale que j'ai présidé vendredi dernier en préfecture, suivi de la signature d'une convention Petite Ville de demain. Nous avons eu l'occasion de le souligner, ce dispositif Petite Ville de demain est très très approprié aux caractéristiques du département de l'Aisne. Caractéristiques qui sont celles d'un département étendu en termes de superficie, d'un département où il n'y a pas de métropole, où la plus grande des agglomérations fait environ 70 000 habitants, mais qui se caractérise par un tissu de villes petites et moyennes qui forment un maillage fin du territoire, mais qui complique également l'organisation de ce territoire. Et les projets Action Cœur de Ville pour les 4 principales villes du département et le programme Petite Ville de demain forment un ensemble, encore une fois, très approprié à cette géographie et permet de prendre en compte la situation particulière de ces petites villes qui sont elles-mêmes des centralités dans leur territoire et qui, inévitablement, présentent certes des atouts, mais aussi des difficultés, et pour lesquelles le programme Petite Ville de demain permet d'envisager la réalisation d'un projet de territoire et ensuite, à l'issue, une opération de revitalisation destinée à renforcer cette centralité des petites villes dans le département. Et comme je le disais à Madame la Ministre, les élus de ce département ne s'y sont pas trompés, puisque ce ne sont pas moins de 25 communes et les 12 intercommunalités auxquelles elles sont rattachées, formant 15 regroupements qui sont entrés dans le projet Petite Ville de demain. Et vendredi dernier, à l'issue du comité local de cohésion territoriale, j'ai signé avec les élus concernés la dernière des conventions d'adhésion à Petite Ville de demain. Donc, désormais, toutes les conventions d'adhésion sont signées, permettant le recrutement des chefs de projet et la prise en charge financière en grande partie par l'État, l'ANA ou la Banque des territoires. Et désormais, nous rentrons dans la phase la plus active de cette adhésion, qui est la réalisation du projet de territoire fondé sur un diagnostic et parfois des éléments qui préexistent lorsque les collectivités concernées ont déjà entrepris un travail de cette nature, mais pas avec la même méthodologie et pas avec les mêmes intentions que ce que représente le programme Petite Ville de demain. Alors maintenant, la balle est dans votre camp, que vous soyez élu, directeur général des services, fonctionnaire ou agent public de collectivités concernées, et bien sûr chef de projet. La balle est dans votre camp. Il y a 18 mois à partir de la signature de la convention d'adhésion pour réaliser, élaborer, écrire ce projet de territoire afin de déboucher sur une ORT, femme des sigles, une opération de revitalisation du territoire. Et c'est la raison pour laquelle la DDT, avec un certain nombre de partenaires, au premier rang desquels le CAIE, a pris une initiative qui est assez rare, je crois, en France, d'organiser des sessions de formation, un programme complet de formation qui s'articule avec le programme national, avec les formations qui sont dispensées par la NCT au niveau national, notamment sous forme de webinaires, comme on dit, thématiques, mais pour les compléter de séances de formation, d'intervention, d'ateliers pratiques, de manière à vous aider à élaborer votre projet de territoire et à faire de ces dispositifs un succès pour les collectivités que vous représentez ou auxquelles vous appartenez. Voilà, donc moi je souhaite très vivement saluer cette initiative des services de l'État et de ses partenaires et d'avoir engagé ce cycle de formation qui, je crois, a été inauguré, a été lancé le 29 juin dernier, si je me trompe, monsieur le directeur du territoire, c'est bien ça, 29 juin dernier, avec 11 sessions programmées. Et aujourd'hui, la session porte sur les aspects essentiellement méthodologiques, les différentes étapes qui permettent de mener
à ce projet de territoire. Je ne serai pas beaucoup plus long. Encore une fois, je souhaite souligner cette initiative. Ça demande du temps et de l'investissement aux intervenants, qu'ils soient au service de l'État ou partenaires comme le CIE ou d'autres intervenants. Mais ça me paraît absolument essentiel afin de ne pas perdre cette dynamique qui a existé lors du lancement de cette initiative, lors des démarches d'adhésion des 25 communes que je citais. Et nous souhaitons la réussite, bien sûr, de ces programmes. Et pour ce faire, nous souhaitons continuer d'entretenir le réseau que vous constituez. La DDT va mettre en place également un club des chefs de projet Petite Ville de demain, comme il existe déjà un club des chefs de projet Action Cœur de Ville. Et en complément de ces séances de formation qui vont vous permettre également d'échanger entre vous, de partager vos expériences et donc d'entretenir ce réseau, nous souhaitons que cela puisse contribuer à la réussite du programme Petite Ville de demain et à l'élaboration de ces projets de territoire. Tous les chefs de projet ne sont pas encore recrutés, c'est en cours pour certains d'entre eux. Les dernières conventions viennent seulement d'être signées, comme je l'indiquais à l'instant. Je souhaite que cela soit le plus rapide possible, mais je n'ignore pas des difficultés à recruter des chefs de projet. Ils font des concurrences à l'échelle nationale entre les candidats, enfin entre les communes, pardon, pour attirer des candidats et des compétences. C'est aussi le signe d'une opération Petite Ville de demain qui est un franc succès et qui, en revanche, pose des difficultés de recrutement, surtout dans des territoires comme l'Aisne qui classiquement connaît des difficultés à recruter des agents publics, quel que soit le domaine d'activité. Voilà, donc c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que je vous accueille. Je vous souhaite une excellente session de formation. Donc, il y a les personnes qui sont présentes ici dans cette salle, celles qui sont avec nous en visio. J'espère que ce sera aussi vivant, interactif que possible. Je n'ai pas de doute quant à la qualité des interventions. Et voilà, profitez de ce moment, profitez de chacune des sessions qui vous sont offertes. Et puis, au travail ensuite pour réaliser des projets de territoire pour ce département qui en a besoin et qui le mérite. Merci à tous. Bonne journée. Merci, Monsieur le Préfet. Avant de démarrer, est-ce que la direction de la DDT souhaite dire un mot sur ce montage de ce cycle et sur la session qui nous occupe aujourd'hui? Eh bien, surtout saluer l'ensemble des personnes présentes aujourd'hui ici à Londres, mais également tous les participants via Zoom, hein, je pense. Donc, on a quand même de nombreux participants également à distance. C'est une habitude, on va devoir s'habituer à ces formats mixtes. Bonjour à toutes et à tous. Deux points qu'a évoqué monsieur le préfet, bien sûr. Le premier, c'est la dynamique du réseau. On souhaite en fait entretenir tout au long de ce programme. C'est un programme de longue haleine. Il faut en fait avouer qu'il y a de temps, mais malgré tout, en fait, ça s'étale sur 1 an et demi, 2 ans. Et ensuite, bien sûr, toute la mise en œuvre sur l'ensemble de 6 années et qui sait en fait qui pourra encore se poursuivre. Donc, la dynamique de réseau, un. Et puis, la deuxième, et là, justement, après, je passerai la parole à l'ensemble des intervenants, c'est bien sûr la logique de projet. On a en fait parfois un peu tendance à être dans une logique de guichet avec une action, une demande. Là, il s'agit en fait d'embrasser un petit peu plus large et sur la durée avec cette logique de projet pour réellement permettre aux élus de dimensionner à la bonne échelle et sur la bonne durée l'ensemble de leur projet sur la mandature. Voilà. Moi, je remercie beaucoup, comme l'a fait M. le Préfet, l'ensemble des partenaires et bien sûr nos intervenants aujourd'hui qui ont pu faire le déplacement. Et puis donc, on lance désormais les travaux. Merci M. Stouff, M. le directeur du CAE et l'ensemble des intervenants et les présentes pour les travaux à venir. Merci, Monsieur Courbathieu. Je ne vais pas vous faire perdre plus de temps. On a déjà bien entamé et le programme est très dense. Juste simplement un avertissement, c'est quand même cette première session véritable d'apport méthodologique. Eh bien, c'est peut-être la plus essentielle, entre guillemets. C'est finalement, qu'est-ce que le projet de territoire? Comment j'organise l'ensemble à la fois de la maîtrise d'ouvrage, comment je mobilise les acteurs, les usagers pour construire ce projet. Et évidemment, il y a des étapes qui sont très importantes
et à ne pas louper. Donc, c'est un peu l'objet, c'est même beaucoup l'objet de cette session de ce matin. Je vais tout de suite passer la parole donc, à Patrick Choteau, qui est architecte urbaniste et qui pourra vous en dire plus sur eh bien sur comment ces différentes qualités et différents postes qu'il a pu occuper, parce que je pense qu'on a beaucoup de chance de l'avoir aujourd'hui avec nous. Et puis Alexis Montaigne du CERD, qui l'accompagnera dans cette présentation à deux voix. Nous aurons également l'intervention de deux chefs de projet, puisque vous l'avez bien compris, l'élément important de cette mise en œuvre de ce programme, c'est le chef de projet, la pierre angulaire, et des territoires ne sont pas encore eh bien, tout à fait équipés de ces postes. Donc, je laisse tout de suite la parole à Patrick Choteau. Je suis enseignant à l'école d'urbanisme de Paris et dans plusieurs écoles d'architecture, dont celle de Versailles. Voilà, on va donc pouvoir se lancer. On propose un propos en étapes. Il y a 5 points qui seront traités ce matin. Et on va commencer par l'idée de c'est quoi un projet. Et moi, j'ai souhaité qu'on dise que c'est quoi un projet. Vous savez ce que c'est qu'un projet, puisque normalement, vous êtes tous et toutes à la tête de territoires pour lesquels vous avez dû vraisemblablement mettre en œuvre un plan local d'urbanisme, compétences qui remontent à l'année 67, l'époque où on faisait des plans d'occupation des sols. Le plan local d'urbanisme est un outil extraordinaire qui est vraiment, à mon avis, la source d'inspiration du projet. Il ne faut pas s'en éloigner. Il faut même vraisemblablement le regarder différemment et avec s'appuyer dessus pour aller chercher, parce que souvent on a des rapports de présentation, des diagnostics qui sont très bien faits. L'intérêt du PLU, c'est que cette procédure s'est enrichie depuis toutes ces années, depuis 2000, d'un certain nombre de politiques publiques qui aujourd'hui, en s'incrémentant, en s'ajoutant à la simple travail de planification spatiale, rendent le document plus stratégique. On parle même de planification stratégique. Et je note comme ça au passage la loi Grenelle, la loi sur l'orientation des orientations agricoles ou des lois plus récentes qui ont apporté des éléments de réflexion du systémique. Et à mon avis, quand un PLU est bien fait, il est là la première source d'inspiration. Qu'est-ce que tu en penses, Alexis? Oui, alors, merci Patrick. Pour compléter le propos sur le mode projet, ce qu'on voulait aussi rappeler, c'est que le mode projet aujourd'hui, c'est un impératif, c'est une exigence, dans la mesure où on a aujourd'hui des enjeux qui sont incontournables. Il y a des urgences climatiques, écologiques, on ne va pas les détailler, parce qu'en plus, il faudrait être de mauvaise foi pour ne pas les reconnaître et les constater. Votre département est aussi concerné que d'autres. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est l'approche systémique. C'est-à-dire que, et on va le voir tout au long de la présentation, cette approche systémique est une nécessité dans la mesure où elle permet de répondre de manière cohérente et pertinente à une série de problèmes qui sont tous liés. Or, si on répond aux problèmes par des... Ouais, je l'éloigne un peu. Si on répond aux problèmes qui sont tous liés par des solutions qui ne sont pas liées les unes aux autres, on ne résoudra pas le problème. Aujourd'hui, on assiste à un déséquilibre d'efforts et ce schéma est très intéressant parce que je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des limites planétaires. Donc, les limites planétaires sont 9 limites qui ont été caractérisées par un groupe de scientifiques piloté par Rockström et qui, donc dans les années 2000, qui a été mise à jour récemment et qui nous montre les niveaux de dépassement, les seuils et les niveaux de dépassement de ces limites planétaires. Donc, on voit qu'on en a dépassé certaines. On a assisté récemment à des annonces sur l'état de la biodiversité. Le changement climatique, n'en parlons pas, puisque l'accord de Paris est là pour nous rappeler qu'on a des limites, des seuils à ne pas dépasser. Et on a d'autres limites qui sont aujourd'hui fortement menacées, voire dépassées. Et l'enjeu, c'est aussi de se dire que toutes ces limites sont liées. C'est-à-dire que si on traite la question de l'affectation des sols, de l'usage des sols, indépendamment des questions climatiques et des questions de préservation de la biodiversité, on passe à côté du message principal. Donc l'enjeu de ce schéma-là, au-delà de montrer l'urgence de la situation qui est connue de presque tout le monde, et de montrer qu'il est possible de rester dans une couleur positive, puisque le trou dans la couche d'ozone était rouge, il est en train de redevenir vert, puisqu'on a réussi à se mettre d'accord au niveau international sur la préservation de l'ozone dans les années 90. Donc, au-delà de montrer l'urgence de la situation à travers ce schéma, l'enjeu est de révéler la nécessité de passer à une pensée qui fait du lien et d'accepter
que c'est une complexité. Quelle que soit l'échelle d'action, la complexité est quelque chose qui peut se traiter. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur de cette complexité, de cette approche systémique. Complexus, en latin, c'est quand même faire du lien, mettre en place des processus qui permettent de créer du lien. Et donc, l'enjeu pour les dispositifs comme Petite Ville de demain ou d'autres, c'est de réussir à travailler cette mise en lien et cette agrégation des partenaires et des situations comme on va le voir. Alors là, on le voit, par exemple, dans les Hauts-de-France, on n'est pas en reste. Hein, Oui. Il y a eu pas mal d'événements climatiques. Alors oui, deux, trois récemment. diapos, effectivement, pour rappeler les urgences climatiques, puisqu'on travaille avec Météo France, j'ai dit tout à l'heure, sur l'Observatoire climat. Donc, vous avez cette situation d'augmentation des précipitations et des fortes chaleurs également, puisqu'on sait que les projections climatiques dans les Hauts-de-France et dans l'Aisne aussi nous montrent qu'on assistera de plus en plus à des hivers de fortes précipitations et des étés soumis à des fortes chaleurs et fortes sécheresses. Donc voilà, tout ça pour dire que la compétence urbanisme que vous détenez tous est l'occasion d'une démarche stratégique qui va s'intéresser à toutes les singularités du territoire. Il n'y a pas deux projets identiques. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des projets identiques. D'accord ? On est là dans une occasion importante qui est, à mon avis, assez motivante. Pardon. Voilà. Alors, juste pour compléter sur ce qui a été dit tout de suite, on sait qu'on a une urbanisation mondiale qui est sur des terres, sur des espaces qui sont occupés par ce qu'on appelle les hotspots de biodiversité. On sait que la surface qui est dédiée à l'homme pour se nourrir est en réduction énorme. Donc on a ce souci. Et on sait aussi, et je pense que c'est un des enjeux du projet, c'est qu'aujourd'hui, on a une agriculture bien trop extensive et un élevage qui n'occupe pas suffisamment les pâturages. Ce n'est certainement pas le cas ici, mais dans tout le centre de la France avec lequel je travaille, on a tendance à se servir des terres arables pour produire de l'alimentation d'élevage. 70% des terres arables dans le monde aujourd'hui sont hypothéquées dans la production d'herbage, ce qui est assez absurde d'une certaine manière. Donc il y a un enjeu de transformation, pardon. Il n'est pas utile. C'est parfait, merci. Est-ce que je peux tenter aussi sans micro, du coup ce sera plus agréable. D'accord. Bon, vous nous dites si c'est suffisant sans le micro. Mais on a des voix qui portent normalement, donc ça devrait être suffisant. Pour aller plus loin dans la démonstration de Patrick, ce qui est en jeu, c'est la visée transformatrice. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour développer les territoires, et pour les gérer de manière équilibrée et durable, il y a un enjeu de visée transformatrice. Et j'insiste sur le mot transformation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc l'ONU a pointé 17 objectifs de développement durable, dont vous avez peut-être entendu parler, qu'on doit chercher à atteindre d'ici 2030, sur la faim, sur l'éducation, sur la vie aquatique, sur la vie terrestre, etc. L'enjeu de ces objectifs de développement durable, c'est vraiment de se poser la question de la manière dont on va transformer notre monde, mais au-delà du concept, parce que transformer notre monde, ça ne nous parle pas forcément localement. Mais l'enjeu, c'est de se dire comment nous, à notre échelle de communes, aussi petite soit-elle, ou de métropole aussi grande soit-elle, comment on arrive à se saisir de ce message de transformation et de se dire on peut nous aussi faire notre part dans cette exigence de lutter contre les dérèglements climatiques, l'effondrement de la biodiversité, etc. Et donc, rentrer dans des logiques du 0 ou du 100%, le zéro déchet, territoire zéro chômeur de longue durée, par exemple, ou se fixer des objectifs autour du renouvelable, autour de la sobriété énergétique, eh bien, ce sont des manières de se saisir de cet objectif de transformation de notre société. Et ça, localement, on peut aussi passer ces messages. Alors, donc, justement, on a des outils, l'État est là pour le rappeler régulièrement, qui permettent de traiter ces enjeux systémiques. Ce sont les différents PLU, on l'a dit, programmes locaux d'habitat, le travail sur les trames vertes et bleues. Je n'ai pas mis de slide sur l'agriculture, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a un débat à relancer avec le monde agricole autour de la question de la transformation progressive de notre agriculture extensive en agroécologie. Pourquoi pas, j'appelle de mes voeux l'agroforesterie. On a un travail sur les orientations d'aménagement et de programmation, sur les plans de déplacement urbain. Je sais que dans les régions comme celle-ci, où on a des archipels de petites villes, ce n'est pas un exercice forcément facile, je peux le comprendre. On n'a pas tous la chance d'habiter dans des agglomérations où le système de réseau
de transport est plus liée. Donc, il y a déjà cette notion sur laquelle on voulait appuyer très fort. Il ne faut pas sortir d'une prise de décision qui doit faire système. Ce qui ne veut pas dire qu'à un moment donné, on va pas être dans un projet qui, lui, fixe ses objectifs, ses ambitions, mais il est important toujours, et c'est un peu un des enjeux de la programmation qu'on va développer tout de suite après, de vérifier les effets collatéraux d'une décision. Voilà, ça c'est pour moi le plus important. Donc des politiques publiques qui ont intérêt à s'articuler entre elles, ne serait-ce que pour des questions d'économie, je crois que c'est important. Et donc nous défendons, je défends dans mon enseignement à l'école d'urbanisme de Paris ou en école d'architecture la question de la place de la programmation dans l'espace, la manière dont elle s'incrémente. On a fait un petit exercice qui est tout bête. On part de la santé physique des êtres humains, leur régime alimentaire, l'alimentation, qui appelle l'agriculture raisonnée, je vais passer très vite, qui appelle une réflexion autour des circuits courts. Donc, possibilité ici de créer une économie des circuits courts sur la question de la surface agricole utile à préserver dans les PLU, ça c'est important. Je pense qu'il faut sanctuariser les terres qui ont les meilleures valeurs agronomiques, pour peut-être réenclencher du commerce de proximité plutôt que du commerce à longue distance, réduire les transports, créer de l'emploi plus sûr, plus certain, plus localisé, et d'une certaine manière une économie résidentielle plus puissante, lutter contre l'étalement urbain, voilà, travailler autour des projets de trame verte pour peut-être créer des programmes de loisirs randonnée, retravailler sur les paysages. Voilà, c'est ça la systémie. C'est-à-dire qu'à tout moment, on peut se dire, tiens, on a là un fil, ça peut être intéressant de l'accompagner, travailler sur les patrimoines, et de fait peut-être réenclencher aussi une réflexion autour de la politique de peuplement. Voilà. Donc ça, ce sont les enjeux qui aujourd'hui sont traités dans le champ de la programmation urbaine notamment, mais pas seulement, qui permettent d'y voir un peu plus clair sur la manière de toucher les gradients comme ça et de faire évoluer les choses. Voilà. Donc, voilà, et pour finir avec l'épanouissement humain. Je te laisse la parole sur la visée 360. C'est juste pour vous dire que là, la diapo qu'on vient de voir avec les bulles porte énormément de thématiques, énormément d'enjeux pour les territoires, mais que derrière, en termes d'animation de tout ça, ce n'est pas évident. Et au CERN, on a travaillé récemment un outil que je ne vais pas développer puisqu'on aura l'occasion d'en parler plus tard, qui s'appelle Visée 360 degrés, vision des externalités d'un projet à 360 degrés, où l'objectif, ça va être de prendre une situation, un besoin, une politique publique, un enjeu d'un territoire, peu importe, et de se dire comment mon projet, mon besoin, mon enjeu répond aux objectifs de développement durable que l'ONU nous a fixés et que mon territoire doit aussi chercher à appliquer. Et donc, on va, avec un jeu d'animation qui dure une demi-journée et une méthodologie très précise, on va proposer une animation. On l'a fait par exemple sur une politique publique de gestion de l'eau d'une agglomération, où on a posé la question de la manière dont la politique de gestion de l'eau répondait aux préoccupations de développement durable. Et on s'est rendu compte que c'était une approche essentiellement technique, que l'approche d'animation socioculturelle, d'accompagnement, d'appropriation de l'eau, d'éducation à l'eau n'était pas du tout prise en compte. Et donc, on a travaillé avec l'agglomération à mieux prendre en compte tous ces enjeux-là. Et donc, à la fin, ça donne un rendu visuel qui est très intéressant parce qu'on ne le fait pas seul dans son bureau, on le fait avec tout un écosystème d'acteurs, qu'on soit agglomération ou ville. On peut mobiliser un animateur de centre social, des conseillères en économie sociale et familiale, le délégateur de l'eau, etc., pour à la fin avoir une vue d'ensemble de la manière dont notre projet répond aux impératifs climatiques, écologiques et sociaux. Donc, c'était juste pour vous dire que les bulles que vous avez vues précédemment peuvent être mises en animation de manière très dynamique et très, très intéressante pour vous, pour vos partenaires et pour les élus. Alors, la systémie, c'est important. Moi, j'étais 6 ans délégué de l'ANA et je ne serais pas allé plus loin dans la performance de l'argent de l'ANA si je n'avais pas fait une convention avec les services sociaux du département qui m'ont identifié les familles en difficulté pour lesquelles on a fait un travail extraordinaire d'aide qui permettait d'améliorer la santé des habitants. Je crois que c'est très important. Donc, de fait, effectivement, votre projet, ce sur quoi vous allez travailler, va être un catalyseur puissant des politiques publiques. Il ne faut pas les laisser partir, ces politiques publiques, en disant, tiens, OK, on a là un sujet, il faut le mettre de côté si ce n'est pas l'enjeu tout de suite.
mais il y aura vraisemblablement, à travers ces sujets, on le voit partout dans les villes, hein, je vois dans les villes avec lesquelles je travaille, la question de l'espace public qui est directement liée à l'occupation du bâti, on le sait, la question de la difficulté à accueillir des entreprises, même si ça paraît toujours un truc assez compliqué, est directement liée à la politique de production de logements ou au patrimoine dont on dispose pour accueillir éventuellement des employés. D'accord ? Alors, on va poser la deuxième question, c'est pourquoi on se met en mode projet. On a bien compris que le projet il se situait là, dans un espace assez systémique où finalement tout est en place. Parce que, moi, je dirais que le boulot, il est fait. Hein. Souvent, les PLU, les politiques publiques, les PLU interrogent tout ça. Simplement, on a tendance à stocker énormément d'informations. On est bon. Mais voilà, on a du mal à se déterminer sur le projet qui pourrait emporter la meilleure économie, pour faire court. Hein, d'accord ? Donc, rendre opérant un processus, c'est entrer dans une logique qui est déjà d'être très attentif à la subsidiarité des documents. Les documents, ils existent, on a un peu tendance à l'oublier. J'ai fait ce petit travail pour une présentation récente, là où on montre bien cet enjeu de subsidiarité entre les schémas, entre les textes de loi hein, qui sont écrits, hein, il faut le dire, les travaux de l'État, les schémas régionaux au niveau des préfectures de région, au niveau des services déconcentrés, les schémas départementaux, les schémas de cohérence territoriale qui sont faits par les bassins de vie ou d'habitat, et enfin, pour arriver à la commune. Donc, cette subsidiarité-là, elle reste fondée, mais pour autant, elle ne peut pas justifier qu'un projet ne s'appuie pas sur la singularité. Je peux vous dire que j'ai été très surpris d'aller dans certains départements, et notamment dans les DOM-TOM, où je trouvais que les enjeux étaient très bien identifiés, mais que l'opérateur in fine, je parle là de la promotion immobilière, se jouait de nous. C'est-à-dire que ne faisait pas un travail qui correspondait aux enjeux. Donc, le rôle de la maîtrise d'ouvrage, c'est de bien tenir l'opérateur. L'opérateur ne vienne pas seulement pour, on va dire, emporter l'affaire, mais qu'il soit là en situation, et ça, on va en parler tout de suite après, d'assumer, de comprendre, d'appréhender, voire d'adhérer aux enjeux. D'accord ? Voilà. Alors, normalement, il est 42, et normalement, Blandine, Blandine Dudomaine, qui est chargée de mission, chef de projet à Château-Thierry, va prendre la parole, puisqu'on lui a demandé explicitement de nous présenter l'état d'avancement de son projet Action Cœur de Ville à Château-Thierry. Je ne sais pas si elle nous entend. Tout à fait. Merci, Blandine. Bonjour. Bonjour, moi je vous entends très bien. Alors, eh bien, écoute, on te laisse la parole. Ok. Donc, enchantée, je suis Blandine Dudomaine, je suis chef de projet sur le projet Action Cœur de Ville à Château-Thierry. Donc, une action cœur de ville qui est portée par la ville de Château-Thierry, mais également par l'agglo de la région de Château-Thierry, qui dispose également de 2 petites villes de demain sur son territoire. Excusez-moi, vous m'entendez mieux ? Le mode projet posé pour cette intervention. Oui. Oui. Donc, on peut passer à la slide suivante. Il faut, comme ça a été dit juste avant, quand je me suis connectée, on est bien dans un monde où les documents sont nombreux, les connaissances sont nombreuses, les lois sont nombreuses, et il va être très compliqué pour une personne seule de détenir toute la connaissance, aussi bien des lois que les connaissances techniques, que l'ensemble des données disponibles. Donc, il est très clair que c'est impossible de travailler chaque thème tout seul. Il faut pouvoir habilement travailler tous ensemble, aussi bien du côté des élus avec leur stratégie, puisqu'on est bien sur l'application de stratégies, de volonté des élus, que avec tous les acteurs de terrain qui sont compétents, qui ont les connaissances très techniques des sujets, aussi bien en interne que des partenaires extérieurs. Tout ça pour mener à bien des actions qui sont capables d'être menées par les services. On va coordonner tous ces protagonistes-là, finalement. Voilà, le rôle vraiment très important, ça va être ce rôle de coordination.
Comme je sais que mon homologue de l'an va parler tout à l'heure et qui va insister sur les questions très précises des tâches, je suis restée sur des choses un tout petit peu moins précises que lui pour pas qu'on fasse une redondance entre nos deux interventions. D'accord. Alors, quelle est votre posture à vous en tant que chef de projet à Château-Thierry? Voilà, moi, ma posture, c'est de dire les élus ont une vision, c'est leur rôle, ils ont une envie pour leur territoire pour demain. Et à moi de réussir à décrypter cette envie, cette vision pour la transformer en action concrète qui puisse réellement être mise en œuvre. Essayer d'éviter d'être dans juste une volonté politique, mais bien d'être sur des actions pragmatiques, mais tout en mettant face à face les contraintes de terrain des services et des partenaires. Et aussi la volonté des habitants, puisque l'idée, c'est quand même, de tous ces programmes, c'est quand même de gagner en attractivité pour la ville et tout ça au service du bien-être des habitants. Les habitants doivent bien être au milieu de tout ce process de projet. Donc l'idée, c'est de traduire dans un langage, de pouvoir traduire les dires de chacun dans un langage que l'autre va pouvoir comprendre. Pour moi, c'est vraiment notre job de chef de projet. C'est cette traduction entre cette vision et la technique. Alors, du coup, Juste une parenthèse, hein, le PDF vous sera distribué. Vous ne soyez pas stressé devant les slides. Hein. Merci, pardon. Pas de souci. Et du coup, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous, chef de projet, vous avez un devoir d'avoir une information maximale. Puisque pour faire le lien entre tout, il faut être connaisseur, sachant. Sinon, c'est pas possible. Il faut que vous arriviez à être dans les organes de décision, dans les organes d'information des collectivités. Si vous loupez la moitié des informations, forcément, votre action ne sera pas aussi structurée qu'elle ne pourrait l'être. Mais à partir du moment où vous recevez de l'information, il va être aussi de votre devoir de redonner beaucoup d'informations. On parlait de coordination, c'est du lien entre tous les services. Donc, vous allez donner, vous allez recevoir. Voilà, c'est bien un échange. C'est là où c'est très important. Donc, vous avez mis là, dans les 4 cercles, finalement, des capacités du chef de projet, finalement. Tout à fait. C'est juste des petits mots pour se rendre compte que par rapport à, il y a des postes où on peut avoir une fiche de poste très établie. Je pense que sur une fiche de poste de chef de projet, la fiche de poste, elle va dépendre des envies des élus et aussi des compétences qu'il va y avoir sur des territoires pour pouvoir mettre en œuvre plus ou moins certains projets. Donc, une des qualités qui va être très importante, c'est d'être adaptable. Le métier que vous faites aujourd'hui les missions que vous faites aujourd'hui pour faire face à votre métier ne seront pas forcément les missions que vous ferez demain. Vous allez devoir vous changer, vous allez devoir vous adapter face forcément à des lois qui vont changer, mais aussi peut-être à des visions stratégiques des élus qui vont changer. La priorité d'aujourd'hui ne sera pas forcément la priorité de demain. Donc, il ne faut pas rester campé sur votre position, il faut pouvoir évoluer. Donc, on est d'accord qu'il y a un enjeu de poil à gratter là, quand même. Il faut rien lâcher. Hein. Quand on est chef de projet, on est adaptable, on est à l'écoute, on est transparent sur l'information qu'on diffuse à tout le monde, on sait communiquer et on est fédérateur. Ça, vous l'avez dit, c'est intéressant. Ouais. Voilà, d'accord, pardon, excusez-moi. Ouais, c'est juste pour le mot fédérateur, juste pour terminer, c'est très important et engageant. C'est votre force de persuasion, c'est vous qui avez le relais. Donc, si vous n'influencez, si vous ne donnez pas une envie, une dynamique, derrière, forcément, ça ne pourra pas suivre. Ok, merci Blandine. Merci, on est pardon. J'ai une question rapide. Ouais. Quand vous dites bousculer les pratiques habituelles des collectivités, qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce que vous avez un exemple concret à nous donner? Alors, pardon, j'entends très mal. Bousculer les pratiques actuelles des collectivités, c'est ça? Oui, quand vous écrivez ça, vous pensez à quoi précisément? Que chaque collectivité a son mode de travail, que du coup, tout le monde n'est pas forcément obligé de travailler, certaines collectivités travaillent encore en mode silo. Mmh. Donc, ça va être de faire du transversal, forcer les agents à travailler ensemble, forcer les élus à communiquer leurs informations entre leurs différentes délégations. Vous êtes placé où auprès du maire ou auprès de l'élu qui est en charge de la politique de la ville?
Alors, pas de la politique de la ville. Pas de la Moi, politique. je suis pas dans la politique de la ville parce qu'on a une politique de la ville dédiée aux quartiers prioritaires. Moi, je Ah oui, suis d'accord. mon référent direct et le directeur général des services de l'agglo et de la ville. Très Et bien. je suis directement avec le président. Et sur la ville, j'étais avec le maire. Maintenant, je suis avec le premier adjoint qui est en charge de l'urbanisme et des travaux. D'accord. Donc, ça veut dire que vous êtes au comité directeur et vous Oui, entendez. D'accord, c'est parfait. c'est Écoutez, extrêmement important. ouais, on vous remercie. C'est malheureusement très court tout ça, hein. On aurait souhaité pouvoir aller plus dans le détail. Au besoin, vous pouvez rester avec nous et puis nous faire signe si vous avez envie d'intervenir. Je propose, Ouais. une réaction par rapport au chef de projet. Je pense que c'est un élément important et attendu notamment des personnes qui sont ici. Si vous avez des questions, c'est le moment. Ah, oui, c'est bien aussi. Oui. Et moi, je me serais permis aussi de vous demander qui vous êtes, parce qu'on n'a pas eu le temps de faire un tour de table. Donc, je ne vais pas vous demander, par contre, est-ce que vous pourriez. Si vous lever prenez la main parole. Ouais. sur qui est élu, par exemple, qu'on puisse vous situer un petit peu qui est élu. Merci. Chef de projet. Merci. DGS. OK. Voilà. Bien. Comme ça nous donne un aperçu de qui est présent Okay. ce matin. Merci. Des questions, non? Des questions Oui. Est-ce qu'on a des retours Pas de questions. Pas de questions, très bien. Bon, de toute manière, voilà, on va essayer de se donner des temps et surtout peut-être un temps vers la fin. Alors moi, j'ai entendu le mot envie. Le mot envie me gêne un peu, sincèrement. Je préfère qu'on parle d'enjeu et qu'on parle, on va dire, d'ambition stratégique. Parce que l'envie, ça laisse entendre un peu qu'il y a du désir comme ça. La connaissance du besoin, pour moi, est essentielle. Et ce petit triptyque que je montre ici est là pour vous démontrer qu'il n'y a pas de travail, comme l'a dit Monsieur le Préfet tout à l'heure, sans une réflexion autour du diagnostic. Le diagnostic est essentiel, il est souvent bien fait, hein. Dans les PLU, on trouve tout ça, dans les rapports de présentation. Je crois qu'il faut aller plus loin. Seul le diagnostic permet d'identifier les vrais enjeux et de les hiérarchiser. Il est important, on verra dans l'enjeu de la tactique, d'articuler le projet autour d'un système de valeurs. Il faut absolument que le système de valeurs du projet, celui qui anime le projet, soit véritablement porté et on va dire apprécié, hein, par l'ensemble des protagonistes, et on verra que les protagonistes peuvent être nombreux. Il faut, à l'occasion de la détermination des enjeux, effectivement, on va consolider le périmètre de la maîtrise d'ouvrage. Il ne faut pas avoir peur d'imaginer que la maîtrise d'ouvrage puisse être autre chose que la puissance publique. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. Alors, comment on travaille avec les autres acteurs ? C'est un vrai sujet. J'ai une longue expérience de travail avec d'autres acteurs et j'ai pu comprendre à quel point ils étaient franchement indispensables. D'accord ? Donc, il y a nécessité d'organiser un tour de table de partenaires et de ne pas rester uniquement dans la sphère publique. Donc, l'enjeu du diagnostic, c'est d'élever le niveau d'ambition, c'est d'aller chercher au maximum le moyen de faire des choses sans que ces choses-là restent orphelines. Il ne faut pas qu'elles soient séparées, parce que ça coûte très cher au final, alors qu'on peut tout à fait travailler sur des objets. Je conseille une petite ville dans le Morbihan actuellement qui construit une école en se disant non, notre école ne sera pas qu'une école. C'est-à-dire il faut qu'on trouve les moyens d'avoir un espace public scolaire qui serve à autre chose compte tenu de ces temps de fermeture. Alors, je m'appuie là très rapidement sur les travaux d'un sociologue on était au tournant du 19e et du 20e siècle, qui lui caractérisait le territoire, le pensait en projet selon une logique de récit du territoire, des activités et des populations. C'est trois termes qui sont intéressants. Je remplis très vite au sujet du territoire, qui est le lieu des activités. L'économie locale reste un sujet, souvent un sujet qui peut être traité par l'administration, mais peut-être pas suffisamment. L'enjeu de travailler avec les entreprises, les partenaires, les acteurs économiques et notamment les commerçants peut être très intéressant. C'est le lieu des habitants au territoire, d'accord ? C'est l'établissement humain, donc le travail sur l'espace public, mais pas seulement. Au titre des activités, il nous disait qu'il y a vraisemblablement un travail d'aménagement de l'espace qu'on doit essentiellement à l'habitant lui-même. C'est pas que la puissance publique qui fait tout. Le territoire, bien sûr, le principal étant l'agriculture, mais pas seulement. Aujourd'hui, toutes les activités économiques participent à la transformation par leur travail du territoire. Donc, et puis, il y a aussi des activités traditionnelles, plus traditionnelles, de la culture qu'il ne faut pas oublier au passage.
Donc, il nous parlait de populations dites autochtones, comme il disait, hein, c'était l'habitant citoyen qu'on doit traiter dans son territoire comme tel, qui lui aspire à vivre dans un territoire équilibré, dans lequel on s'épanouit, et puis, bien évidemment, l'habitant qui est l'utilisateur qui est employé. Voilà, c'est une des idées, hein, c'est le moment culturel. Alors, sur la tactique, j'insisterai beaucoup, c'est que l'orientation d'une démarche de projet, elle passe par l'identification des protagonistes qui sont intéressés au projet. On est toujours extrêmement surpris, et je peux vous dire que les collectivités avec lesquelles je travaille, qui sont amenées à mettre en place de la participation ou à l'association des protagonistes citoyens, je ne parlerai pas seulement de participation citoyenne, vous allez comprendre, sont souvent surpris eux-mêmes par la capacité d'empowerment que ça crée. Ça veut dire comment l'élu, finalement, emporte avec lui toute une population, voire quelquefois il est dépassé. Ce sont des élus qui l'écrivent. Hein. Je pense à ce témoignage de Joe Spiegel dans un très beau bouquin qui s'appelle Reconstruire la démocratie. Lui, il est élu et ça fait des années qu'il travaille avec l'ensemble de ses protagonistes. Pourquoi on travaille dès le diagnostic avec ces protagonistes? Parce que simplement, ce qu'on veut, c'est garantir une adhésion. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui reste sur la touche. Et ce qu'on ne veut pas, c'est des associations qui demain vont attaquer le projet. D'accord ? Donc, le rôle des protagonistes, c'est aussi un moyen de consolider toutes les conditions de sa faisabilité, c'est-à-dire de sortir de toutes les logiques qui pourraient empêcher le projet. D'accord ? Donc, il faut que tous les choix programmatiques soient arrimés à des conditions d'acceptation des populations, point 1, à des champs de faisabilité technique du contexte, point 2. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller installer un projet dans un endroit où on risque d'avoir un niveau de complexité qui retarde les choses, sauf si vraiment c'est impossible autrement. Et puis surtout, aux capacités des opérateurs. On le voit sur les projets cœur de ville, où des opérateurs privés débarquent dans un territoire, nous proposent la poule aux œufs d'or, mais vont mettre à mal l'office d'HLM qui souffre déjà d'une vacance extraordinaire. Donc cette réflexion tactique emporte avec elle cette réflexion systémique sur les effets collatéraux dont je parlais tout à l'heure. Hein. Tu me coupes, Alexis, hein, si tu veux entrer dans la discussion. Et forcément, vous aurez compris qu'en mettant d'un côté le diagnostic et le travail autour du diagnostic, l'émergence d'une tactique, on arrive à la stratégie. D'accord ? La stratégie, ce n'est donc pas une envie. Elle émerge d'une ambition qui est partie des enjeux qu'on a repérés. Donc, on sent bien que dans la stratégie ne fonctionnera que si on construit la programmation ensemble, qu'on la partage. Et c'est quand même un exercice qui est assez difficile dans un système, comme l'a dit Dandine tout à l'heure, où on fonctionne souvent en tuyau et on dit en anglais top-down, hein, c'est de haut en bas. Ça, c'est gênant. C'est-à-dire qu'il faut qu'on réapprenne à écouter d'abord toutes les personnes qui sont normalement en capacité de prendre la parole. D'accord ? Donc, on va consolider les objectifs avec les performances qu'on attend. On va s'assurer du respect des engagements. Ça, c'est très important. Pourquoi faire de la participation citoyenne si une fois qu'on a entendu les gens, on ne les écoute pas et si on n'interprète pas leurs attentes. D'accord ? Donc, l'enjeu, ça va être de définir un processus de projet. On dira conception ou d'élaboration du projet, hein, d'accord, qui sera effectivement le plus interactif. Donc, il faudra veiller aux différentes étapes à rester avec les protagonistes, des villes qui font ce travail. J'ai collaboré avec la ville d'Angers sur un travail avec les habitants qui a été assez extraordinaire. Hein. Un travail itératif entre la programmation qu'on va construire et les projeteurs. Les projeteurs, ce sont les architectes, les maîtres d'œuvre, les ingénieurs, qui, eux, vont vouloir aussi apporter leur clé. Leur clé, oui, elle est importante, leur expertise aussi, mais on ne doit pas se détourner des engagements de la programmation. Et puis aussi, ne pas avoir peur de la continuité, enfin, respecter la continuité, c'est-à-dire faire attention à ce qu'on appelle les ruptures, qui sont souvent liées à des procédures qui sont bien trop orphelines. Donc, il faut faire très attention. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de repasser pour parler des procédures et des règles de la commande publique. Il se trouve que j'ai eu la chance d'être dans la tambouille de la transcription des directives européennes, d'une part, et de tous les textes de loi qui ont été abrogés en 2018 pour entrer dans le code de la commande publique. Donc, on sait très bien le risque que peut avoir et l'angoisse de l'élu qui se dit « Oh là là, je ne veux pas me retrouver devant le juge », à vouloir absolument tenir sa procédure. On va l'aider, il faut que vous l'aidiez, mais pour autant, je pense qu'il est indispensable que cette procédure soit garantie dans sa continuité. Il ne faut pas que les arbitrages restent là
simplement parce qu'on respecte la procédure. On respecte la procédure, soit, d'accord, mais il faut absolument qu'on en garantisse une vraie continuité, y compris celle de la maîtrise d'ouvrage. Alors moi, j'ai souvent habitude de dire qu'au final, cette démarche que vous allez entamer, c'est une démarche qui participe à organiser, à suivre et corriger continuellement, j'ai bien dit corriger continuellement, les conditions dans lesquelles un projet, oh là, il y a une faute, se prépare, s'organise, s'élabore, se conçoit et progresse. Donc, la question des conditions de la progression, c'est juste essentiel. Et là, notamment, j'espère que les chefs de projet resteront jusqu'au bout. C'est important. Voilà, donc il y a cette idée, effectivement, c'est intuitif, hein, mais de lien entre tactique, diagnostic, tactique, stratégie. À toi. Oui, alors c'est simplement pour vous. Ouais, merci. Simplement pour vous préciser que dans cet exercice d'agrégation des partenaires, vous n'êtes pas seul. On a aussi travaillé, on insiste beaucoup nous, sur la question de la coopération dans les projets, de quelque taille qu'ils soient, en insistant, en revenant aux fondamentaux. Vous avez vu que je parle beaucoup latin tout à l'heure, humblement, mais si on reprend encore une fois la racine du mot coopérer, coopérare, c'est-à-dire faire œuvre commune. Et donc, le défi, c'est de se dire comment est-ce qu'on arrive à mobiliser nos acteurs locaux en se disant que c'est ensemble, on va construire la cité que l'on a envie de construire ensemble en respectant les contraintes de chacun. Parce que tu l'as dit, Patrick, mais chacun vient avec ses propres stratégies, ses propres logiques d'action, ses propres moyens, ses propres contraintes. Et si on ne reconnaît pas les contraintes des uns et des autres, on ne peut pas avancer en imposant nos propres exigences. Et donc, coopérer, c'est reconnaître ces contraintes et c'est réussir à les mettre au travail, à la fois dans les contraintes, mais aussi dans les opportunités que représente la mobilisation de tel ou tel acteur. Et donc, on a créé un outil qu'on a appelé Cartoparty, qui, encore une fois, est l'approche méthodologique, enfin, l'outil méthodo qui va venir donner vie à cet exposé qui vous est proposé par Patrick. L'objectif, ça va être de placer votre système d'acteurs local dans une posture de travail autour de votre projet. Et donc, on va, encore une fois, travailler avec un jeu d'animation qui est à destination des développeurs territoriaux, un jeu d'animation pour établir une cartographie partagée en repérant tous les acteurs. Mais l'intérêt, c'est que vous n'allez pas, encore une fois, le faire seul. Vous allez le faire avec un collègue, avec un autre élu, avec des élus avec qui vous n'avez jamais travaillé, parce que justement, vous décloisonnez. Et en mobilisant l'adjoint au CCAS, par exemple, alors que vous êtes sur un projet d'aménagement, vous allez vous ouvrir tout un champ des possibles sur tous les acteurs de l'accompagnement social, socioculturel, etc. Donc, cet exercice-là est très intéressant pour comprendre qui peut faire quoi dans votre projet et aussi révéler le fait que le projet ne se fera pas uniquement avec vous et que les moyens ne vous seront pas exclusivement demandés à vous, mais que les autres pourront aussi être vos ressources financières, humaines, techniques, juridiques, etc. Et tout ça, je résume avec une phrase, puisqu'on a la même inspiration, Patrick et moi, de Joe Spiegel, donc, qui est le maire de Kingersheim en Alsace, dans l'agglomération de Mulhouse, et qui dit tout le temps que les élus sont des activateurs de pouvoir d'agir citoyen. C'est-à-dire que l'objectif des élus, c'est d'être digne, enfin, d'être humble par rapport au savoir et de considérer qu'il ne sait pas tout et que c'est sa principale force, comme les chefs de projet d'ailleurs, c'est ce que Blandine a expliqué, sa principale force, c'est de réussir à mettre autour de la table ceux qui vont booster le projet parce qu'il aura su les respecter dans leur propre savoir, leurs propres contraintes. Et donc, je trouve que cette formule est très, très puissante, cet activateur de pouvoir. Et donc, ça, c'est le support d'animation que vous avez où l'objectif, c'est de repérer les acteurs, soit les organisations, soit les personnes, et aussi de se dire, bon, bah, elle, je sais que potentiellement, elle peut être bloquante dans mon projet. Par contre, elle a de la ressource. Comment je vais faire pour aller la chercher? Vous avez forcément, si je vous pose la question, en tête des acteurs, des partenaires avec qui il est plus difficile de travailler. Et l'objectif de cet exercice-là, c'est aussi de se poser la question pourquoi, quel est l'historique et quels sont les leviers qu'on va mobiliser pour les faire venir dans notre projet sur notre territoire. Votre élu est forcément un entraîneur sportif. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui a toute l'inspiration. On lui souhaite, mais ce n'est pas le cas toujours. D'accord. Donc, il importe effectivement que vous lui rappeliez qu'il y a un enjeu d'irénisme dans cette affaire-là. C'est-à-dire qu'on sait réunir en général tous les gens qui sont d'accord avec soi-même, mais c'est plus compliqué de s'attacher à interroger les gens qui ne sont pas d'accord, qui sont contre, et essayer de comprendre leur positionnement.
C'est l'enjeu de la démarche de programmation que je défends, que je vends régulièrement. C'est l'idée dans la démarche, c'est qu'on n'est pas seulement là pour fabriquer du contenu, des objectifs matériels et des performances. On est là aussi pour entraîner dans un système, dans une démarche, on va dire, tout le potentiel d'agir. Je vais vous donner des exemples concrets tout de suite. C'est-à-dire que globalement, ce qui importe, on le sait quand on fait des OPA, par exemple, c'est que souvent, ça vient tout seul. Clément en parlera tout de suite après. C'est important que finalement, les gens courent avec nous, puis quelquefois, ils nous doublent. C'est très bien s'ils adhèrent au projet. Alors ça, c'est… Je vais rajouter par rapport à ta présentation, Alexis. Donc, ce cartopartie, on s'appuiera sur ces outils-là lors de notre atelier de novembre. Donc, je vous renvoie au programme que vous avez envoyé du module 1, comprendre son territoire pour agir. Très bien. On fera des mises en situation avec cet outil-là notamment. Tu fais du teasing, là, c'est bien. Voilà, alors comment on s'organise? Justement, on a fait venir Clément Mangot de la ville de Laon qui va nous en parler. Il faut bien comprendre qu'il existe deux types d'ingénierie qui participent à la conception d'un projet. Il y a la vôtre, qui est juste essentielle, puis il y aura tout de suite après celle des experts techniques. Mais la vôtre, elle est prépondérante. Quand je dis la vôtre, c'est celle de la collectivité, c'est elle qui commande, c'est elle qui écrit la lettre avant le programme. D'accord ? Alors, elle est plus ou moins assistée d'assistants à maîtrise d'ouvrage, on verra, ils sont nombreux, d'un chef de projet, et puis elle a des services techniques, le cas échéant. D'accord ? Si elle n'en a pas, elle ira chercher une AMO. J'insiste beaucoup, c'est-à-dire que ce n'est pas à la maîtrise d'œuvre, aux experts techniques, les opérateurs, concepteurs, de faire la programmation à votre place. D'accord ? Pas seulement pour des raisons économiques, mais pour des raisons juridiques, purement et simplement. D'accord ? On verra que l'ingénierie de la maîtrise d'œuvre n'est pas là pour faire le projet autrement que sur la base de ce que vous en attendez précisément. Donc, la loi et le code de la commande publique a été précis sur la question des assistances à maîtrise d'ouvrage. La plupart du temps, on peut utiliser de la conduite d'opération. En AMO, en maîtrise d'ouvrage, j'entends, on peut très bien se contenter de la conduite d'opération. J'ai fait de la conduite d'opération à la mairie de Paris parce que nous avions des services experts avec un certain nombre de gens, et j'ai eu l'occasion même d'accompagner du projet en multidirection. Il y avait 22 directions à la ville de Paris, c'était un peu compliqué. On peut confier, on verra un exemple d'opération qui a été confiée en mandat à une institution supérieure, la SEM notamment départementale. C'est assez rare qu'on parle dans ce cas de transfert de maîtrise d'ouvrage. D'accord ? Mais il faut bien comprendre que le contrat passé avec une assistance à maîtrise d'ouvrage ne peut pas être lié structurellement avec les contrats confiés aux experts de la conception. Je te laisse la parole, Clément. Tu appuies à gauche, oui, je pense. Normalement, on t'entend, si tu enlèves peut-être. Oui, voilà. Clément Mangot, donc j'ai été chef de projet pour le programme Centre-Bourg à la Ville, un programme un peu similaire à celui de demain. Et actuellement, je suis le directeur de projet pour la programmation de projet, donc un programme sur les moyennes, donc un peu dans la continuité aussi du programme de demain. Donc, il y a plusieurs phases pour le travail du chef de projet. Et donc, il y a déjà la préparation du projet avec la clarification des objectifs du projet. Donc, ça, c'est la convention que vous allez sûrement écrire ou faire, qui était déjà fait. Ensuite, il y a former l'équipe de projet. Alors, qui dans la collectivité, les élus qui sont concernés, les directions qui sont concernées, les partenaires à identifier pour former cette équipe de projet qui sera là avec vous pendant tout ce temps pour former et écrire avec le projet. Donc, voilà, les principaux partenaires du projet donc, à identifier. Par exemple, si on est dans vraiment une vie historique, il y a des partenaires comme ADF, qui sont importants, ou alors quand il y a des projets plutôt liés à l'environnement, voilà, donc il faut bien clarifier et trouver les bons partenaires pour avancer sur le projet. Ensuite, vous allez avoir pas mal de demandes aussi pour identifier ce projet à travers les élus. Des fois, il faut synthétiser les choses, bien définir sur les projets les plus importants et comment hiérarchiser les choses. Et après, il y a la démarche d'écriture de la convention. Nous, voilà, sur lui ou sur Lan, il y a cette écriture de convention après cette synthétisation où on définit vraiment la stratégie avec les différentes actions qu'on va faire. Et par exemple, il y a déjà des actions que l'élu voulait mettre en place. Et donc, finalement, on confirme ces actions et on les amplifie. Et il y a peut-être d'autres actions qui vont arriver. Et au fur et à mesure,
à un moment, il faut aussi arrêter le projet pour pouvoir ensuite vraiment le développer. Alors, vraiment, Je vais juste te demander, tu es placé où dans l'organigramme, Alain? moi, je suis rattaché à la direction des services techniques. Après, oui, après, ça, c'est assez important aussi de savoir où le chef de projet se place. Est-ce qu'il est dans certaines villes au cabinet ou à la direction des services techniques donc ça peut être aussi un enjeu important dans l'organigramme. Il faut être assez pertinent comme choix de positionnement. Donc, le chef de projet, c'est vraiment un pivot d'organisation. Un élément assez important, c'est vraiment le lien entre la ville et la politique d'agglomération avec les communes. Ça, c'est très stratégique. Et si ce lien ne se fait pas, le projet peut vraiment être bloqué. Et il y a pas mal de villes ou de collègues comme moi dans votre ville, aussi bien dans le programme Centre-Bourg qu'avec Centre de ville, où le projet n'avance pas parce qu'il y a vraiment un conflit entre les deux collectivités et qui est vraiment mis en cause le projet parce qu'il y a vraiment des compétences qui doivent être, voilà, la compétence habitat, c'est quand même une compétence qui est à la Comme d'Aglo. Et s'il n'y a pas de lien avec la ville, voilà, ça peut être bloqué. Monsieur le préfet nous disait que certains projets de petites villes de demain sont le résultat d'une convention signée par plusieurs communes au sein d'une agglomération. Et dans ce cas-là, le chef de projet peut être très bien placé auprès du président. D'accord. Et ça, c'est vraiment un enjeu important et on voit qu'il y a eu pas mal de blocages sur des projets ou sur des centres-bourgs. Par exemple, j'ai ma collègue de Senlis où voilà, ça n'avance pas du tout parce qu'il y a vraiment un lien qui ne s'est pas fait entre les deux collectivités et finalement, ça retarde beaucoup. Donc ça, c'est assez important et il ne faut pas le prendre à la légère. Au sein de la collectivité ou même des deux collectivités, c'est pas circuler l'information parce que souvent, dans les petites villes, voilà, il n'y a pas cette... on est vraiment, on va dire, domaine par domaine. Et finalement, ce projet cœur de ville ou centre-ville de demain a pour but de mélanger tout le monde dans la collectivité, de faire passer le projet à un projet plus structurant et cohérent. Et on se rend compte que cette information elle a du mal à circuler entre les différents services. Et donc, c'est important de faire ce lien et vraiment de décloisonner ces services avec cette circulation d'informations. Il faut créer de l'émulation, finalement. Voilà. Il y a toujours quelqu'un dans un service qui se dit bah non, moi, je ne suis pas concerné. Alors que rassemblement, il peut apporter sa pierre à l'édifice. Tout à fait, voilà. Et c'est vrai que des fois, on arrive dans une collectivité comme ça, qui a un nouveau système d'organisation, et ceux qui sont là en place depuis longtemps, voilà, ils ne voient pas avoir un bon œil le changement. Et le changement, c'est difficile à mettre en place dans la collectivité, surtout les plus petites collectivités, moi-même. Et donc ça, c'est important. Et donc voilà, on est vraiment ce chef d'orchestre avec ce rôle stratégique opérationnel. Et il faut être force de proposition aussi, vraiment à avoir. Après, l'animation et l'organisation des bureaux d'études, donc dans l'équipe projet, voilà, il y aura ce lien d'animation avec tous ces bureaux d'études que vous allez avoir. Hein, finalement, vous allez travailler avec pas mal de bureaux d'études différents sur l'ensemble des projets, aussi bien dans les phases d'initialisation des projets ou après dans les phases vraiment de projets plus structurants. Donc ça, c'est assez important de bien structurer tous ces bureaux d'études et savoir un petit peu les conduire où vous voulez aller. Alors, toujours cette rigueur, hein, parce que finalement, on commence l'étude et après, il y a beaucoup de temps d'attente entre deux rendus, des choses qui viennent se compléter, des choses qui n'avancent pas. Donc ça, c'est important aussi de bien, la première phase d'étude, de bien la structurer et bien de l'avancer. Alexis, tu voulais dire quelque chose? Je laisse terminer. Oui, c'est bon, d'accord. Il y a toujours cet accompagnement des techniques. Hein, on change, on s'attache vraiment au maire, avoir un avis stratégique. Là, il faut vraiment être avec lui sur des questions très précises. Et après, il y a l'animation dans les différents partenaires. Donc, soit les partenaires financiers, la région, le département, ici, il va y avoir aussi je pense que la caisse de dépôt ou les valeurs, et après les services de l'État, c'est bien avec l'ABF, qui est assez important aussi dans certains projets, qui a permis de faciliter pas mal de choses. Alors là, je vous ai mis un petit schéma, donc c'est un peu le schéma qu'on a mis dans notre convention avant, pour un petit peu structurer les choses. Hein, c'était un peu une demande de la DDT à ce moment-là, avoir vraiment bien une organisation pour savoir comment structurer les choses. Donc, avoir ce comité de projet, donc ce COPIP qui est présidé par le maire ou le président, ou les deux, c'est différent. Après, il y a toute cette équipe projet. Donc là, c'est vraiment le directeur ou chef de projet qui anime et qui organise ces cotecs. Et après, nous, on avait décidé d'avoir des cotecs différents dans chaque domaine. Comme ça, voilà, avec chaque référent, chaque technicien, plutôt dans, voilà, il y avait le domaine du logement, le domaine du commerce, du transport,
l'urbanisme, et après les documents de services publics. Et il y avait aussi un foncier. Et donc, ça permettait aussi on avait quasiment une étude dans chaque domaine. Et donc, à chaque fois, ça permettait aussi de faire le point sur les études et d'avoir vraiment ce lien assez rigoureux au niveau des études. Très bien. Dans le projet Cœur de Ville, vous allez avoir beaucoup d'acteurs différents, aussi bien des acteurs institutionnels ou des acteurs financiers. Après, il y a aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, des acteurs aussi, la population, les commerçants, les porteurs de projets aussi bien en termes de structure d'économie ou de réhabilitation de logement. Et donc, tous ces acteurs, il faut vraiment les accompagner et être un peu le référent de tous ces acteurs. Et faciliter les projets. On va dire, dès qu'il y a un petit point de blocage sur un projet d'un commerce, d'un projet d'un promoteur ou d'un bailleur, essayer de créer ce lien pour faciliter les choses et pour améliorer et aller plus vite. En fait, on a un peu de facilitateur aussi en termes pour que le projet avance assez rapidement. Et donc aussi bien avec les partenaires publics que privés. Et toujours aussi essayer de résoudre des conflits sur beaucoup de projets. On a toujours quand même des conflits entre le promoteur, le bailleur, souvent aussi au niveau des commerces. Donc, on va essayer d'apaiser les choses et d'avancer pour pas qu'il y ait point de blocage et que le projet défaille par la suite. Et ensuite, il y a l'aspect de la communication et de la concertation. Donc, aussi bien la concertation et la connexion entre les services et les élus, pour fluidifier les choses. Après, il y a toujours aussi cette volonté de faire une communication permanente du projet. C'est important que le projet soit mis en avant pour que aussi bien que l'élu se mette en avant par rapport à la performance du projet et de ses choix, mais aussi au niveau national, pour montrer qu'on est dans un système assez intéressant. À Lens, on a une maison du projet, je te comprends. Voilà, on a une maison du projet, où voilà, dans la communication, on a toujours les pages pour de vie, où on a un logo spécifique aussi, que les gens identifient la chose. En fait, c'est important que ce programme Cœur de Ville, Petite Ville de demain, soit vraiment identifié aussi bien par les acteurs que par la population. Et c'est important d'avoir cette charte graphique et cette communication autour de ça. Ça soit vraiment une sorte de l'appel. Que la ville le prenne vraiment comme un chien. Et voilà, il y a toujours l'information porte-parole du projet, aussi bien en de la politique au sein du département ou au niveau national, et vraiment être référent chez les acteurs. Et le but, c'est vraiment d'avoir changer cette image. On dit finalement, on rentre dans un programme avec un enjeu de changer l'image de la ville, d'améliorer les choses et d'aller vers l'avant. Et donc vraiment que cette communication soit assez intense dans cet esprit, dans cet aspect. Ok, merci Clément. Tu voulais intervenir? J'ai une question, parce que c'est une grosse organisation que vous avez présentée. On sent que c'est structuré, c'est méthodique. Quel conseil vous donneriez aussi à des chefs de projet qui vont s'installer, qui vont avoir à piloter ces projets-là, parce que ça peut aussi être impressionnant comme organisation, comité de pilotage, il y a des comités techniques, il y a de la concertation, il y a quand même ces multi-compétences. Qu'est-ce que vous donnez comme conseil pour éviter de prendre peur devant un tel dispositif et savoir par où commencer, comment y aller sereinement? Après, je pense qu'il faut... Là, on avait structuré cette façon-là parce qu'on est dans une collectivité plus importante. Je pense qu'on est une collectivité plus petite. Je pense que ce n'est pas tout à fait la même méthode parce qu'il y en a un acteur dans la collectivité. Je pense qu'il faut expérimenter des choses, il ne faut pas avoir peur de dire on essaye cette organisation-là, on la teste, ça fonctionne, c'est bien, ça ne fonctionne pas, on recommence, on recherche une autre façon de faire. Il y a des façons de faire directement avec les qui marchent bien. Des fois, ça sera un technicien référent dans la collectivité qui sera vraiment votre interlocuteur, il fera le lien avec lui. Je pense qu'il faut aussi essayer de jongler et voir comment ça marche entre les interlocuteurs. Des fois, il y a peut-être aussi des choses, des conflits entre certaines personnes qui vont bloquer les choses et donc peut-être travailler d'une autre façon pour essayer d'améliorer le lien avec un interlocuteur. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de l'échec et qu'il faut expérimenter des façons de travailler, je pense. Oui, ça. Je pense qu'il y a une feuille de route, mais après, cette feuille de route, elle va dans son... Alors, les comités techniques, là, ne sont pas un peu contre-productifs? Le fait d'avoir des comités techniques un peu précis, comment on travaille l'intégration au projet? Moi, j'ai beaucoup travaillé ces comités techniques au début des études.
Ouais. Ça me permettait vraiment de structurer chaque étude et d'avoir vraiment les référents pour chaque étude et qu'on ait vraiment un suivi assez élevé des études. Qu'est-ce qu'on appelle les études pour tout le monde là? C'est quoi? Nous, par exemple, on a lancé pas mal d'études. On a lancé des études urbaines. On a fait ça avec 360 degrés, qui avaient des visions globales sur le centre-ville pour avoir un petit peu tout ce qui allait, le foncier, un petit peu essayer de travailler sur tout cet aspect-là. On avait une étude habitat où là, on est vraiment rentré dans la vacance, savoir la qualité de l'habitation. Après, on avait des études vraiment commerciales. Là, on étudie, on fait une analyse complète commerciale. Donc voilà, chaque étude est assez orientée sur une thématique. Et donc, on a ce comité avec les élus référents et puis les techniciens référents. Alors, il nous reste 40 minutes. Moi, j'aurais voulu quand même poser une question à l'État, parce que j'ai une question un peu comme ça, insidieuse, mais voilà, parce que c'est important de savoir comment les services de l'État s'organisent pour prendre en charge une politique publique qui se veut intégratrice au maximum. Et ma question, plus particulièrement, elle pose sur est-ce qu'on modifie légèrement les règles du jeu de l'organisation de la commission départementale, alors je ne sais pas comment on l'appelle aujourd'hui, équipement commercial, UC, urbanisme commercial. Est-ce que la DDT peut répondre d'ailleurs? Je ne sais pas. Sur la commission départementale. Est-ce que ça en modifie un peu la philosophie? Je pense qu'il n'y a pas de modification spécifique liée donc, à ce programme de demain, comme d'ailleurs en fait, le programme Action Cœur de Ville. Ça ne me paraît pas être un retour d'expérience du coup d'Action Cœur de Ville. Ce qui en fait est aussi utile à préciser aux chefs de projet qui sont recrutés, mais également au DGS, c'est que dans ce système en fait que vous allez construire avec vos élus référents et les techniciens donc, des collectivités, il y a aussi après bien sûr un accompagnement que la DDT va vous proposer au niveau d'un club de chefs de projet, et puis les conventions également donc, identifient la possibilité et la nécessité d'ailleurs d'avoir un comité projet qui va permettre en fait pas à pas de suivre, je crois que la vidéo avec ce comité de projet sur la ville la semaine dernière, de suivre l'avancement du programme depuis en fait sa définition jusqu'à en fait progressivement les réalisations pas à pas. Donc ça fait partie un peu des éléments qui sont conventionnés et sur lesquels on va pouvoir aussi vous appuyer ou également donc, avoir le relais des différentes questions qui viennent du terrain. Bon, si je me suis permis de poser cette question insidieuse, c'est uniquement parce que dans le comité de pilotage Cœur de Ville où j'étais avant de prendre ma retraite, on avait toujours cette difficulté qu'on connaît bien au niveau de l'État central, c'est la difficulté de manager la grande distribution. Je le dis, ils ne sont pas là. Donc on a fait un grand colloque grande distribution avec d'un côté le ministère, le grand pôle ministériel d'écologie qui est en face le ministère des Finances. Et, ça a été plutôt une bataille des services. Et vous savez, Bruxelles n'a pas très envie de voir l'idée qu'on manage la grande distribution, y compris dans les PLU. Or, les communes qui parviennent à récupérer de la surface du bail commercial en centre-ville et arrivent à convaincre celui qui est souvent leader dans la distribution, qui est en bas dans le périurbain, à remonter dans la ville, ne serait-ce que pour servir les personnes âgées, c'est quand même un vrai sujet. On trouve de très beaux projets, on en parle, je peux témoigner qu'il y a des projets, et là aussi, c'est un interlocuteur qu'il faut plutôt avoir dans sa poche, si je peux me permettre. Alors, on va passer au deuxième temps, il nous reste 40 minutes, on va parler de l'ingénierie de la maîtrise d'œuvre, on va parler un peu de projet aussi, quand même. Alors, rappelons-nous, même si on aura l'occasion, pardon, oui, il y a peut-être une question, oui. Oui, Mathilde Bassin de la DDT. Désolée, je vais laisser sur ma question, mais avant de passer à cette autre étape du projet, pour avoir discuté avec plusieurs collectivités, pas forcément petites villes de demain, mais des communes ou des intercos, j'ai l'impression qu'il y a un message qui m'est revenu assez souvent, qui est telle thématique, ce n'est pas de la compétence de la collectivité, donc
Je vais le dire un peu rapidement, mais je ne m'empare pas de ce sujet. Et je pense que sur le projet Petite Ville de demain, on se concentre sur un territoire qui est quand même assez contraint sur une ville, mais qui demande des compétences diverses qui sont parfois détenues par la commune elle-même ou par l'intercommunalité. Et je ne sais pas comment on peut encourager la collectivité communale, qui n'a pas forcément toutes les compétences, de quand même s'emparer du sujet et d'être force de proposition auprès de la collectivité qui, elle, détient la compétence qui peut être interco. Et l'inverse peut être là on interpelle typiquement la Convention elle-même. Hein. Je pense qu'il est important de mettre dans la Convention l'interco si besoin est. Enfin, je pense que la grande distribution, elle est souvent sur la commune riveraine. Hein. Oui, c'est vrai que les conventions font intervenir aussi les comités de communes. Donc, quelles que soient les conventions qui ont été signées. Mais ensuite, la question de Mme Baster ensuite pose la réalisation même derrière de l'échange et on va dire du partenariat qui peut parfois être difficile à nouer. C'est une question de ressources, de moyens, d'objectifs et d'orientation. Hein. Donc, c'est aussi un petit peu le rôle du chef de projet d'essayer de faire cette intermédiation. Bien sûr. Toujours évident. Là, oui, c'est clair. Qu'elles font des politiques pures. Peut-être un petit complément, juste pour rappeler comme politique juridique, c'est in fine pour rendre notre accord de vie comme petit demain, c'est l'ORT. Ouais. Et que l'ORT, justement, on parlait de la CDAC, c'est dans le cadre d'un ORT, on peut intervenir sur l'unité commerciale. Et que l'ORT, c'est la commune centre, voire les communes centres dans le cadre de petite école d'intègre. Et le PC, de toute façon, c'est bien l'ORT est bien porté par le PC. La commune centre, donc on retrouve l'ensemble des politiques, des compétences de ces deux représentants. Bon, si je posais cette question piège, c'est parce que c'est quand même un sujet que l'animation commerciale du centre de la ville, bien souvent, est directement liée au pacte qu'on passe avec ou pas avec la grande distribution quand elle est souvent omniprésente. C'est un sujet. Alors, effectivement, un des principes du droit européen, c'est l'interdiction enfin, c'est le principe normalement on doit allotir. Voilà, bon, faire court. On a bien vu que pour l'AMO, pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage, on va être amené à faire des études. J'ai tendance à penser que la démarche de programmation aurait tendance, pour des raisons d'économie d'ailleurs, à nous inciter à faire des commandes d'assistance à maîtrise d'ouvrage plurithématique, souvent sous un même contrat. Pourquoi? Parce que ça simplifie le travail du chef de projet et des élus, et ça oblige les experts des bureaux d'études à se taper sur la figure avant de proposer des contradictions auxquelles ils n'ont pas trop réfléchi, eux, aux manières de les solutionner. C'est mon expérience qui m'a montré que quand on passe un contrat de type accord cadre en programmation, on aura l'occasion d'en parler quand je viendrai vous faire la petite formation sur le droit de la commande publique, ça peut être utile, voire indispensable, que certaines compétences et certaines thématiques soient réunies au sein d'un même contrat de démarche programmatique, rien que pour que eux aussi, en tant qu'experts, vous faisant bénéficier d'autres expériences qu'ils ont eues ailleurs, vous disent, ben voilà, il y a des pistes de solutions. Parce que, voilà, donc afin d'éviter, et je le dis, que l'on ait des commandes programmes de programmation, hein, ou des thématiques qui soient orphelines une fois encore. La question de la systémie, elle est au cœur de nos préoccupations. Alors pour les commandes, on va dire bâtimentaires, par exemple, bon, bah, la chose est dite depuis l'année 85 avec la loi MOP, qui est entrée aujourd'hui dans le code de la commande publique, où on est tout à fait autorisé, même encouragé, puisque la loi prévoit que la collectivité qui va commander un programme architectural, par exemple, doit confier la mission de maîtrise d'œuvre dans le cadre d'un seul contrat. Là, c'est pour des raisons de protection. Hein. Je me suis retrouvé devant un tribunal quand j'étais à la mairie de Paris parce qu'un de mes cadres s'était immiscé, il avait fait une immixtion fautive de maîtrise d'ouvrage dans le contrat de la maîtrise d'œuvre et on en a pris pour notre grade. Le choix du législateur de réunir volontairement et de ne pas les sortir, de réunir toutes les compétences qui participent à la conception d'un projet en bâtiment, est un bon choix.
je ne vous encourage pas, les élus, à aller faire un projet technique par un technicien de la ville, quand bien même ce serait un architecte, parce qu'en termes d'assurance, c'est un vrai sujet, comme je ne vous encouragerai jamais, je sais que ça existe, et que devant un juge, ce serait terrible, c'est de prendre une de ces compétences en disant « oui, mais moi, je la garde chez moi, et le reste, non, ce n'est pas possible, parce que vous aurez forcément des conflits techniques. » Donc, de base, en droit, la notion de mission globale, en dérogation au principe d'allotissement, est à retenir, d'accord ? Et en l'occurrence, le législateur s'y est pas trompé, et ça marche depuis 1985, on est au clair là-dessus. On sait très bien dérouler une mission complète de maîtrise d'œuvre pour laquelle l'équipe, avec son mandataire, est solidaire. D'accord ? Et ça, c'est aussi très important. Si vos travaux consistent plutôt, intéressent plutôt des questions de paysage, d'infrastructure, d'espace vert, vous avez un déroulé qui est plus simple, mais aussi dans le cadre d'une mission complète. Comme j'aurai l'occasion de revenir, je ne connais pas la date aujourd'hui, mais préparez vos questions parce que c'est juste important. J'ai passé 11 années de ma vie à accueillir, à répondre à des questions souvent un peu difficiles des élus, y compris des erreurs, des erreurs de forme qui coûtent à la procédure. J'ai eu un élu qui, un jour, m'a interpellé. Il avait oublié, il avait fait une procédure nickel, chrome. Il avait oublié de publier dans le journal officiel de la Communauté européenne. Et il a fallu reprendre la procédure alors qu'on était à l'avant-projet définitif. Vous imaginez le prix pour la collectivité. Donc, c'est à mon avis, important. L'enjeu est effectivement, dans ces missions, de travailler au mieux la progressivité. Il n'y a pas photo sur notamment la mission complète qu'on confie aux équipes de maîtrise d'œuvre, d'assurer la continuité et l'itération, on aura l'occasion d'en parler. Sur le déroulé, vous aurez compris qu'on insiste beaucoup à cette idée sur cette idée qu'il y a des jalons, que quand la décision de lancement est prise dans le cadre de la programmation, on va faire en sorte d'aboutir à un programme qui sera le plus vérifié possible quant à notamment ses effets collatéraux, pour ensuite lancer une période de conception avec une approbation de l'avant-projet définitif qui, lui, je dirais, non seulement affermit le contrat avec l'équipe de maîtrise d'œuvre, mais aussi engage la ville financièrement sur le projet. Et ça, c'est important, avant donc de rentrer dans la phase appel d'offres. Vous aurez effectivement une longue phase de réalisation pour laquelle, en tant que chef de projet, vous serez là en background, vous serez là, d'accord, pour veiller notamment à ce que les contrats soient bien suivis, mais attention, effectivement, les marchés de travaux que la collectivité signe sont sous l'autorité on va dire, de la maîtrise d'œuvre. Ça, c'est très important. Et moi, j'ai l'honneur d'insister fortement pour avoir travaillé sur ce sujet-là pendant pas mal d'années, sur cette question du coût global. Si je reviens à la slide juste avant, dès la programmation aujourd'hui, bon sang, bonsoir, un programmiste doit être capable de vous donner des éléments sur l'exploitation future. C'est fondamental. J'aurai peut-être l'occasion de vous le redire, mais en public, on est dans des aberrations. Quand on a 78% du coût final sur 30 à 50 ans, qui est hypothéqué par l'entretien et l'exploitation d'un immeuble, on se dit quand même qu'il y a vraisemblablement un enjeu de conception. D'accord ? Donc, il est important d'interagir ou d'agir dès la commande opportunément sur la question, on va dire, des études, savoir les payer, leur donner du temps, d'accord, ne pas avoir fini avant d'avoir commencé, et vraisemblablement sur l'investissement. Je sais que ça coûte. Je sais très bien, quand je vais voir mon banquier, j'achète une maison et que je vais faire des travaux dedans, il va dire, oui, mais écoutez, vous êtes gentil, mettez du plastique, ne mettez pas du bois, n'importe quoi, mais la question de la pérennité des choix, elle est fondamentale. Des expériences, notamment en Autriche, dans le Vorarlberg, ont montré qu'on arrive à faire de l'architecture de qualité en mettant un peu de sous au bout et à diminuer la taille du cercle. C'est l'enjeu de ma démonstration ici. Le but étant, effectivement, si on augmente le coût d'investissement de 8%, aujourd'hui, on fait une économie globale de 20% sur le temps long. Alors, bien évidemment, ce n'est pas moi, monsieur le maire, pendant mon mandat, qui le prouverait. Mais on lui remettra un prix dans 30 ans si le bâtiment ne nous a pas coûté cher. Bâtiment ou autre chose d'ailleurs, parce que la question de l'exploitation, elle est essentielle. Elle est essentielle. Quelquefois, moi j'ai vu, quand j'étais en DDE, on faisait une salle polyvalente et puis 3 ans après, il fallait un agent à plein temps. Il fallait créer l'emploi. D'accord ? Alors, est-ce que c'est opportun ou pas ? Voilà.
Alors, on passe au quatrième point, c'est la motivation du projet. Et on va parler du cheminement du projet. D'accord. Donc, il y a une nécessité de tenir les orientations programmatiques. On va voir combien c'est important de les tenir, parce que souvent, il y a un engagement préalable, ne serait-ce que dans la Convention, mais dans d'autres endroits, et donc d'être au plus près de... Voilà. Alors, ce qui est important, c'est qu'effectivement, il faut s'assurer, quand on choisit une maîtrise d'œuvre, et souvent, vous aurez une commission d'appel d'offres ou un jury, d'être très attentif à ce que l'offre financière dans le cadre d'une procédure ou la candidature dans le cadre de toutes les procédures démontre bien que la maîtrise d'œuvre, elle a compris les enjeux du projet. Ce n'est pas la peine de faire venir une signature importante qui ne sera pas capable de répondre à ces enjeux-là. Je le dis parce que j'ai dans ma tête un certain nombre de projets qui aujourd'hui sont plantés, voire réalisés, mais ne sont pas ouverts pour des raisons de choix, on va dire, d'une danseuse. Je l'ai dit, tant pis. Je suis désolé, hein, je n'ai pas la langue dans ma poche, mais bon, voilà. Il faut pouvoir se choisir des prestataires en conception avec lesquels la discussion est possible. D'accord. Voilà. Donc, on redonne une dernière fois cet enjeu de progressivité, de continuité, d'itérativité que l'on doit, qui est le sens du climat qu'on doit avoir dans la relation, dans le cadre du contrat. L'enjeu, il est qu'en marchant, on puisse s'auto-évaluer. Nous, à la mairie de Paris, on parlait d'évaluation itinérée, c'est-à-dire que le projet avançant, on avait une réunion du comité de la maîtrise d'ouvrage qui voyait bien quels étaient, ça nous permettait aussi d'être bons pour les opérations suivantes. Alors, quelques petits exemples, hein, parce que ça fait du bien aussi de montrer des exemples. Alors, comment une trame urbaine a été intégralement reprise et non pas démolie pour en faire de l'immobilier, et donc faire en sorte que le patrimoine puisse revivre. Ça, c'est important. Et puis, une deuxième idée qui m'importe beaucoup, c'est que l'espace public doit être modernisé, être qualifié, mais on ne peut pas le faire sans avoir à se poser la question de ce qui vit autour. C'est aussi un autre message, parce que je l'ai vu quand il y avait la politique des petits bourgs, alors ça ne sais plus ce que ça s'appelait comment, je ne sais plus, les centres-bourgs, il y a 5-6 ans, les CAUE m'ont témoigné que souvent on refaisait à grand renfort d'argent public des centres-bourgs pour lesquels il y avait une vacance, voire pire, des biens sans maître, hein, dans le périmètre. Voilà, on peut aussi s'attacher à travailler l'espace public, hein, mais pas seulement l'espace public, la forme de l'espace public, de jour comme de nuit. Bon, voilà, moi je trouve que les ambiances nocturnes sont importantes, ça fait partie de la vie, surtout que l'hiver, la nuit, elle commence tôt, donc voilà, et c'est important d'y penser. Voilà. Donc, il est aussi très important de questionner la place du patrimoine, ce que j'appelle les biens communs. Moi, je suis très attaché à la question des biens communs, je vous en montre magnifique. Donc, je trouve que c'est intéressant de les valoriser, de les faire revivre. Hein. Aujourd'hui, on rallume le four banal pour faire une fête, pourquoi pas, dans une ville, et travailler sur tous ces biens communs et les qualifier, voire leur redonner du sens. Alors, j'ai une Bible que j'ai sous ma main tout le temps. Alors, il y a un million de révolutions tranquilles de Bénédicte Magnier, qui est un livre à lire, parce que c'est une sorte de livre de recettes qui vous donne absolument toutes les tas de petites expériences qui ont été montées, qui sont intéressantes. C'est un bon livre. Et puis, Isabelle Delannoy, qui a fait un très, très beau livre sur l'économie symbiotique, et qui est très intéressante. Elle s'intéresse plus particulièrement à toutes les initiatives de citoyens qui, aujourd'hui, à mon avis, seront sont des signaux faibles, mais seront des signaux forts dans peu de temps. C'est-à-dire qu'il faut parier sur l'intelligence locale. J'en suis intimement convaincu. On a un mini-Google qui se fait dans la ville nouvelle où j'habite, à côté de Versailles, un mini-Google de coopération qui est juste extraordinaire, organisé par la GUE. Je ferme ma parenthèse. Tu voulais dire quelque chose? Ouais. Bon, un autre témoignage, celui de la ville de Brest, si vous en avez peut-être entendu parler, qui a mis en place un outil sur le modèle Wikipédia, qui est un Google local, même si leur objectif est justement de sortir de Google. Tout à fait. Qui est très, très intéressant. Et moi, je reviens juste sur la diapo précédente, quand tu évoquais la motivation à l'action, puisqu'il y a aussi un enjeu très intéressant à travailler ces éléments historiques et de bien commun. C'est ce que nous, on appelle la mise en récit,
qui est vraiment fondamental, c'est-à-dire que vous avez aussi une opportunité dans cet exercice que vous allez faire sur les 18 prochains mois, de travailler en partenariat avec les services culturels, historiques, d'archives, etc., pour essayer aussi de révéler des aspects historiques d'un territoire, et aussi de pouvoir capitaliser là-dessus pour avoir une trace et expliquer aussi la transformation. C'est ce que fait Los Angeles. Alors, ce n'est pas pour être chauvin sur ma région, enfin sur ma ville d'attache professionnelle, mais Los Angeles a mis en récit sa transformation au moment où les mines ont fermé, au moment où l'ensemble de la ville s'est retrouvé au chômage. Et parce que c'était une très grosse compagnie minière là-bas, ils ont décidé de mettre en récit leur histoire, et donc ils ont travaillé avec les habitants à raconter à travers des formes très très variées, culturelles, le théâtre, l'art. C'est pour ça qu'on a une scène nationale historique là-bas. Ils ont mis en récit leur histoire. Et 40 ans après, la mise en récit se poursuit, et ça permet de comprendre la trajectoire de la collectivité, de savoir d'où elle vient et où elle va, et quelles balises elle pose régulièrement pour définir son propre développement durable, puisqu'elle a eu, entre guillemets, l'avantage de connaître aussi un développement non durable. Donc, cette mise en récit autour des éléments architecturaux, paysagers, historiques et immatériels aussi. Les mémoires Il n'y a pas immatérielles. que le matériel, il y a aussi l'immatériel. C'est vraiment très précieux, et ça peut être un levier très, très intéressant pour vous. J'ajouterais que, justement, dans le cadre du site, on est le 7 décembre à Guise pour parler de cela. Très bien. Du patrimoine comme levier de développement, notamment par le Alors, la question du récit, elle est essentielle. Alors, Guise, c'est un paradigme. C'est même unique. Vraiment, nous, on dit à Paris, dans les écoles d'architecture, c'est unique au monde. C'est le seul endroit où on a fait du socialisme sur la planète, vraiment. C'est-à-dire qu'il y a un récit qui est juste extraordinaire. Et il est temps qu'on se l'approprie. Pour la plupart du temps, on utilise le mode du workshop. J'aimerais bien qu'on trouve un mot français, mais pour faire venir, dans le cadre d'un atelier, il faut s'offrir ça de temps en temps, les habitants qui viennent raconter, surtout les anciens, qui sont dépositaires souvent, effectivement, d'un patrimoine immatériel, qui vont nous alerter sur l'opportunité de sauver, mettre en valeur. D'accord ? Alors là, on va passer très vite sur les dynamiques du desserrement urbain, parce que ce n'est pas le lieu, mais c'est à partir de cette démarche-là qu'on peut montrer un certain nombre d'exemples qui permettent de corriger cette affaire-là, étant entendu que chez vous, le desserrement urbain, il est spatial, parce qu'effectivement, on a de moins en moins de familles de 3, 4, 5 personnes, et on a de plus en plus de personnes qui vivent seules ou avec un enfant, ou à 2 ou 3 seulement. Les phénomènes de gentrification, la question du zonage nous a pourri la vie. Il faut savoir qu'on a zoné tellement qu'aujourd'hui, on a énormément d'infrastructures. Ça coûte dans le budget de la commune, ne serait-ce qu'en entretien, et ça crée souvent des investissements complémentaires. Je montre là rapidement une image qui montre, depuis 1957, comment la tâche urbaine de Chartres, qui n'a pas connu une explosion démographique, a vu occuper de plus en plus de territoires jusqu'à arriver, voire dépasser les limites administratives. Ici, une petite courbe qui m'intéresse. Je ne me suis pas permis de présenter celle de l'Aisne, je ne me permettrai pas, mais elle mérite d'être construite. C'est la courbe nationale 2018 du revenu des ménages. On ne peut pas ne pas travailler sur un projet sans se dire est-ce qu'on a les moyens de le faire. Ici, aujourd'hui en 2018, on a un revenu moyen de 2 238 € par mois, mais une médiane qui est beaucoup plus faible, elle est à 1 871. Et donc, il faut se poser cette question-là, il faut la regarder de près, comme il faut regarder, vous voyez apparaître les flèches ensuite, le patrimoine. C'est important de reconstruire cette courbe-là dans votre ville. C'est tout à fait facile à faire, ne serait-ce que pour connaître le marché du logement notamment, mais pas seulement. Et bien se rendre compte que là, pour le national, où se situe 70% de nos concitoyens sont éligibles au locatif public, donc il y a un enjeu. Si on doit négocier avec les privés, c'est un enjeu à conventionner les logements. Et les promoteurs immobiliers le savent très bien. S'ils ne viennent pas, c'est que la cible très très fine du marché de l'accession, pas très loin. On sait qu'ici, le patrimoine à l'achat étant pas très cher, finalement, les revenus locatifs, même s'ils sont faibles, sont toujours potentiellement intéressants. Il faut retenir ça. Mais il ne faut pas laisser arriver un promoteur ou quelqu'un qui vous vend monts et merveilles sans vérifier ce qu'il va faire du patrimoine ou ce qu'il va construire. Ça me paraît essentiel. Donc, bien regarder
toutes ces dynamiques. Là, je vous montre encore un truc que j'ai construit en VDE à Chartres, hein, c'est le département d'Eure-et-Loir, qui est un département très proche de l'Île-de-France, comme l'est l'Aisne, et vous avez ce qu'on appelle l'aire urbaine, c'est-à-dire en 1968, l'ensemble des communes qui sont en rose à Chartres, qui envoient au moins 40% de leurs actifs dans la ville-centre. Et puis, on s'aperçoit que très vite, pour des raisons là, de gentrification à Chartres, hein, c'est typique, voire de manque de terrain, mais on va se mettre à s'installer à l'extérieur et de plus en plus de communes de l'extérieur seront impactées, environ 40% de leurs actifs dans la ville-centre. Donc, bien sûr, migration domicile-travail, un coût pour le plein, voire les deux pleins d'essence. Et puis, un jour arrive, en 1990, on le constate, c'est l'Île-de-France qui pousse. C'est-à-dire l'Île-de-France, les Franciliens ont des revenus un peu plus élevés et achètent, ont des facilités d'acquisition de fonciers bâtis ou non bâtis dans la périphérie nord. Et on va avoir un phénomène, effectivement, d'expansion urbaine de Chartres et de Dreux, par exemple, plus à l'ouest. Donc, ces dynamiques-là, il faut les connaître, il faut les comprendre, et puis surtout s'intéresser, quand on est la petite ville de demain, voir comment, dans le cœur de ville, on peut rétroagir sur ces questions-là en termes de réponse. Alors, je te laisse la parole. On a mis une petite carte là sur le changement climatique en Hauts-de-France. Ouais, ça reprend un peu ce qu'on s'est dit au début, et c'était pour aussi montrer les vulnérabilités. Quand tu évoquais tout à l'heure les questions d'étalement urbain, il y a un enjeu aussi à connaître, à diagnostiquer la vulnérabilité de nos territoires. Alors, je ne sais pas si c'est un exercice facile, je ne pense pas, mais en tout cas, le SRADET pose des vulnérabilités en région, que ce soit sur les risques d'inondation, que ce soit sur les sécheresses, sur les risques incendie, que ce soit, alors, je ne sais pas si vous êtes concerné par les retraits gonflements d'argile, mais on est plus dans le nord et dans le bassin minier, peut-être un petit peu. Mais en tout cas, ce sont des vulnérabilités qui sont importantes à avoir en tête. Vos territoires. Alors là, vous voyez sur la carte de gauche, c'est une carte de Météo France sur les épisodes de température, sur les températures maximales quotidiennes en 2019. Et puis à droite, c'est une carte ce qu'on appelle les risques météo-sensibles, qui est produite par l'Observatoire national sur l'évolution du climat, l'ONERC, avec qui on est en partenariat, et donc qui montre la vulnérabilité du Nord et du Pas-de-Calais, ça je ne vous apprends rien, au regard de l'urbanisation et des risques de submersion sur les littoraux, des wateringues. Mais en tout cas, on voit aussi qu'on a des risques moins forts sur l'Aisne, mais surtout liés aux risques d'inondation, liés aux cours d'eau, et puis un peu d'urbanisation. Mais en tout cas, cette carte, elle révèle juste l'intérêt de s'approprier les vulnérabilités climatiques des territoires et de se dire, avant d'entreprendre des projets, de se poser la question quel est l'état des lieux de mon territoire en termes de risques météo-sensibles? Est-ce que je suis exposé ou est-ce que je suis prêt à faire face à ça? Est-ce que je suis aussi disposé à m'adapter aux effets du changement climatique? Parce qu'aujourd'hui, le changement climatique n'attend pas. On doit l'atténuer, certes, mais on doit aussi s'adapter. Et le département n'est pas exempt de malheureusement de cette exigence. Alors, on parlera dans la dernière partie de la question des modalités d'association de la société civile, mais je sais qu'il y a un module consacré à la participation et c'est juste essentiel d'y être, pas du tout avoir peur de ça, et il faudra assister à cette formation parce que c'est très important. Pour nous, quand je dis nous, c'est les laboratoires de sciences sociales avec lesquels j'ai souvent l'occasion de collaborer. L'association des composantes de la société civile est une chance. Il faut bien l'entendre. On est force de proposition dans ces cas. Donc les protagonistes intéressés sont bien évidemment à la base les ayants droit. Ça, c'est la loi qui le dit. Depuis les années 70, la loi a passé son temps à exhorter les politiques publiques et notamment les élus à avoir des ambitions autour de la participation citoyenne, je ne vous apprends rien. Et la deuxième chose, c'est qu'en associant les habitants à la construction du diagnostic, on est quasiment sûr d'avoir une vraie évaluation, on dit ex ante, une évaluation de départ, qui bénéficie surtout à l'acceptabilité des choix. L'orientation, c'est quoi? Il y aura toujours quelqu'un qui dira ouais, « je ne suis pas d'accord », mais dans l'ensemble, si on les fait participer, l'importance, c'est très important de trouver un bon panel. C'est vraiment... Alors, mais après, oui, vas-y. Je cite Chantal Joanneau, oui. certains
dont certains ont peut-être entendu parler, qui est la présidente de la Commission nationale du débat public et qui dit que la participation dans ce type de projet, c'est la meilleure étude de faisabilité d'un projet. Tout à fait. C'est la meilleure étude d'opportunité parce que c'est elle qui vous donnera l'indice sur la recevabilité, l'appropriation. Les résistances. C'est terrible. Hein. Bon, voilà. Et donc, quand on associe le plus possible les habitants, quel que soit leur âge, à la construction du diagnostic et à la définition précise des orientations, à un moment donné, ils peuvent tout à fait changer d'avis. Ils peuvent comprendre. Parce que voilà, ils deviennent à leur manière experts. On l'a vu avec la Commission nationale sur l'écologie il y a un an, où les gens sont devenus experts. Alors les parties prenantes sont juste essentielles. Il ne faut pas aller les chercher à la dernière minute quand on instruit le projet ou qu'on va chercher une subvention. Je pense que c'est important d'imaginer que les parties prenantes, les institutions au-delà de l'État, les services de l'État, la sécurité incendie, l'ABF et j'en passe, les collectivités riveraines peuvent être très utiles, même si elles ne sont pas co-contractantes, c'est toujours utile de voir un peu ce qu'on fait. Et puis un certain nombre d'autres décideurs, je pense aux chambres consulaires, mais on pourrait en avoir d'autres. Et là, le travail avec eux le plus tôt possible, dès qu'on est dans les orientations stratégiques et la définition de ces orientations, c'est l'enjeu de la faisabilité juridique, technique et financière, surtout s'ils subventionnent. Combien de collectivités me disent « Ah ouais, mais j'avais commencé trop tôt, j'étais déjà à l'APS et… » Là, je ne sais pas, la caisse d'allocation familiale ne subventionne que si je lui fais la demande avant. C'est juste absurde. Voilà. Donc, on est là dans une logique d'évaluation en marchant, in itinéraire, c'est-à-dire toutes les logiques qui vont réduire le champ des difficultés dans le développement. Et puis, alors, il y a ceux qu'on oublie tout le temps et ceux dont on a le plus besoin. D'accord ? Ce sont les contributeurs. Et alors là, grande surprise, les contributeurs sont variés. Et de plus en plus, il faut s'attacher à les identifier le plus tôt possible. Il n'y a pas de risque de délit d'initié dès lors que ce n'est pas de l'argent public qui va dans leur poche. Il n'y a aucun risque. Mais par contre, si ces contributeurs potentiels qui, eux, vont investir là, sur le territoire étaient au courant et étaient associés et dans une adhésion, on va dire, aux orientations stratégiques du projet, je pense qu'on aurait à y gagner, et c'est vraisemblablement l'enjeu de ce que je vais vous montrer tout de suite après. Alors bien évidemment, on construit cette petite image qui dit qu'il est indispensable de coproduire avec les habitants. Alors la sphère des ayants droit est une sphère très particulière, parce qu'on pense toujours aux habitants, les usagers, les associations, on pense aux résidents, aux riverains, mais on pense rarement à la question des entreprises, voilà, et de la vie économique, simplement des commerces. Donc la coproduction, elle est juste essentielle. Si on travaille sur l'espace public et qu'on n'a pas un temps à plusieurs étapes du projet, ne serait-ce que les commerçants, les riverains, on prend un risque énorme. D'accord ? Et de la même manière, tout ce qui participe de la sphère, on va dire de l'expertise technique, soit financière, soit technique, comme la maîtrise d'œuvre, de ne pas se priver, on va dire, d'abord d'être en posture de pilotage. Vous placez dans le champ de la maîtrise d'ouvrage, du décideur, d'organisateur, vous êtes en situation de pilotage, comme vous assurez qu'on coproduise bien tous les éléments du programme avec les habitants. Et sachez bien que les aménageurs et promoteurs ne se gênent pas de travailler dans une logique participative avec les habitants, parce que souvent, ils ont bien besoin de connaître ne serait-ce que leur capacité d'endettement. Et puis, il ne faut pas se gêner à faire en sorte que, quand la maîtrise d'œuvre est là, il y ait un enjeu de participation avec les futurs utilisateurs usagers, au moins pour valider les avant-projets sommaires. Je ne dis pas au-delà, on verra que c'est juste pas techniquement pas possible. Donc la question de la valeur d'usage, elle est au cœur de nos préoccupations. Certaines personnes en désignent un certain nombre. Je vous montre un dessin, c'est un PowerPoint, vous pourrez tout à fait le reconsulter. Ce qui nous importe, c'est de voir que dans l'espace, par exemple l'espace public, la demande la plus forte, là ici je vous montre un travail qui a été fait par un architecte paysagiste qui s'appelle Alexander Stahl à Stockholm, qui nous intéresse bien, nous, quand on enseigne, parce qu'on voit là quelles sont les valeurs d'usage d'un espace public. Et on peut tout à fait coter
ces valeurs en interrogeant les gens. On peut le faire d'ailleurs dans le diagnostic lui-même, faire travailler les gens sur ces enjeux-là. Et puis ici, je passe très vite, hein, mais sachez que ça existe. On est ici à Copenhague, c'est-à-dire la question, on va dire, de critères qui sont proposés et qu'on souhaite discuter dans le cadre de la production du projet. Je vais très vite, hein, je suis désolé, le but étant de vous laisser ces supports comme ça pour que vous les consultiez. Voilà. On a donc là un travail qui a été fait par des sociologues sur les attentes des populations, c'est pas important. Je passerai très vite sur l'échelle de la consultante Sherry Arnstein parce que les gens qui parleront de participation citoyenne forcément évoqueront cette personne qui a longuement travaillé sur les modalités de la consultation. Nous, au laboratoire de sciences sociales, par exemple, de la Villette, on s'est attaché à définir 6 grandes thématiques, on va dire, de la participation, ou de l'association, on va dire, dans une logique qui va de la recherche de partage, de s'assurer du partage du diagnostic. Donc on est dans une logique où on pense que le diagnostic mérite sérieusement d'être coproduit, d'accord, et vous allez voir que l'enjeu est qu'on va se déterminer les orientations dans une logique d'adhésion, d'acceptabilité. L'enjeu est la confiance accrue entre vous, les équipes de la maîtrise d'ouvrage, vos élus, et les habitants. Ça, c'est juste essentiel. Et il y a un enjeu qu'on oublie toujours, c'est l'acculturation. Plus on travaille ensemble, plus on finit par... On ne devient pas expert, demain, on ne va pas avoir un diplôme d'ingénieur, mais pour autant, on en comprend les valeurs. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui me fait dire, pour aller très vite, et je pense que l'intervenant qui sera là quand on parlera d'association, modalité d'association, on retient principalement l'enjeu de la coproduction du diagnostic. La codécision, on l'utilise souvent pour certains projets très, très particuliers. Hein. Donc, la définition avec les habitants des enjeux, d'accord. L'urgence de faire participer une sphère d'habitants qui a été sélectionnée par tout moyen, tirage au sort, repérage de ces gens qui ont une capacité à comprendre les choses, de sorte qu'on soit plus... vous voyez, alors, on m'a interpellé, tu as bien fait Bruno de me dire, mais oui, mais ta flèche, elle se dégrade vers le haut. Oui, elle se dégrade vers le haut parce qu'au fur et à mesure que l'expertise technique, entendez technique ou processuelle, intervient, et notamment les contrats, les responsabilités avec les contrats, la participation citoyenne, elle se dégrade. Je n'aime pas le terme, il faudrait trouver un mot plus joli pour dire que simplement, elle perd en intensité. Pour autant, pour avoir travaillé avec des grands maîtres d'usage à la mairie de Paris, je me serais bien gardé de ne pas faire participer la directrice des affaires culturelles et tout son staff à la mairie de Paris quand on les a installés dans une ancienne banque qui était le Crédit Municipal, au moment de la présentation de l'avant-projet sommaire. Parce que sinon, je me serais pris une claque au cabinet, vous voyez, du maire. Au même titre que j'ai continué à concerter sur les choix de matériaux. Bon, il n'y avait pas de risque, le projet était arrêté, il y avait un APD. Bon, si c'était la couleur d'une moquette, pourquoi pas? Je donne cet exemple pour qu'on sente bien. Mais on voit bien que le niveau d'expertise n'est pas le même. Voilà. Et puis enfin, les informer, ne serait-ce que par rapport à nos engagements de livraison, mais pas seulement. Vous voyez ce que je veux dire? Et je crois, moi j'ai travaillé en DTE sur un projet à Chartres, un projet qui a impacté fortement la voirie pendant plusieurs années, le projet Cœur de Ville et le parking notamment. Si le maire n'avait pas fait ce travail avec l'ensemble des commerçants, je pense qu'on aurait eu la révolution. C'est un chantier qui était très dur, très très dur. Et donc, de fait, vous comprendrez qu'arrive le troisième acteur, celui que vous managez, qui a encore une fois un contrat qui est très distinct de celui de la programmation. Il n'est pas dans le champ de la maîtrise d'ouvrage, il n'a pas vocation à vous dire ce que vous devez faire. Les études préliminaires, quand on en a besoin, notamment dans un diagnostic d'espace public, méritent d'être coproduites. C'est-à-dire qu'on a l'intérêt, je travaillais avec la mairie de Laval qui me disait, nous, les habitants, ils nous ont simplifié la vie, parce qu'ils nous ont indiqué précisément quelles étaient les carences de l'espace public.
les habitants ont vraiment participé à l'avant-projet, et l'avant-projet, c'est sans risque, parce qu'à l'avant-projet, on n'a pas encore engagé le projet. Par contre, effectivement, selon les projets, on peut consulter au moment où on prescrit. Or, ça peut être le choix d'un banc, pour faire court, et on tient les habitants informés sur la situation de l'évolution du projet opérationnel. Je crois que c'est très important. Je vous montre ici un petit projet auquel je tiens beaucoup, parce qu'à la DDE à Chartres, on a un peu transpiré, mais ça s'est fait en 2000, une petite commune de 700 habitants voit une ferme, un patrimoine se vendre en cœur du bourg. Il est là, le petit rectangle montre. Et puis, c'est une commune qui était sous l'influence de Chartres et qui avait tendance à connaître une métropolisation sous forme de maisons individuelles et de lotissements qui se construisent. Et au moment où cette ferme est à vendre, le choix qui est offert au maire, c'est de la vendre à un promoteur, un lotisseur, quasiment au franc symbolique. Il l'aurait détruite, il aurait fait d'ailleurs un lotissement de développement durable extraordinaire, puisque avec les matériaux, les pierres, on aurait fait les fondations des voiries. Il se trouve que la population, elle n'a pas dit ça. La population a dit c'est un lieu symbolique. Je suis provocateur, vous comprenez là. Mais bon, il se trouve que l'investisseur, lui, il savait ce que c'était que le développement durable. Pas nous. On lui a dit non, là, il y a un patrimoine, il est solide, il est beau, et même si ça coûtera le prix du neuf, toute chose égale par ailleurs avec les mètres carrés existants, on sait faire. Et on a fait. On est allé chercher d'abord un mandataire parce que la commune n'avait pas les services techniques, donc elle a pris un mandataire qui était la SEM du département. Et puis ensuite, on s'est battu pour trouver à remplir ça. Il y a pas eu de difficulté parce qu'il y avait des besoins. Et on a trouvé un opérateur HLM. Pas mal de commerçants ont adhéré au principe. Quand on a lancé le concours d'architecture, on avait une programmation qui couvrait quasi intégralement l'ensemble du lieu. Donc la Comcom s'est installée là, bien sûr. Les mamans qui gardaient des enfants dans le village se sont toutes associées, ont créé une association et ont demandé une crèche familiale, une mini-crèche. L'école avait besoin d'une bibliothèque. Et puis surtout, alors pas beaucoup de commerce, mais enfin, un auto-école, un coiffeur, le boulanger a préféré, plutôt que de remettre à niveau son fonds de commerce qui n'était pas accessible aux personnes handicapées, a préféré l'abandonner, le vendre, et louer au bailleur le rez-de-chaussée et l'appartement à l'étage. Donc aujourd'hui, on a une jolie boulangerie. On n'est pas dans les bisounours, là. On peut faire. C'est un travail de 10 ans, je le dis au passage. Mais en tout cas, on n'a pas détruit le patrimoine. Ici, une autre affaire sur laquelle je dis qu'il faut faire très attention, c'est d'autant mieux placé que j'étais dans cette commission à la mairie de Paris qui traitait la question du droit de préemption. C'est que le droit de préemption est toujours un coup de poker. Il faut agir vite. Alors souvent, dans le PLU, on se dit, si ça part, qu'est-ce que j'en fais? Je prends ou je ne prends pas? Et là, en l'occurrence, un terrain qui était tenu par un ferrailleur qui ne nous intéressait pas trop, est mis à la vente dans une petite commune, 2000 habitants, même pas, pour lesquels les aménités sont dans la zone bleue, là, où on voit commerce, équipement. Et l'idée a été de faire avec un bailleur, dans la mesure où c'était possible, de faire de la VFA, des logements en vente en état futur d'achèvement, qui se sont installés contre toute attente dans des parcelles très petites, là où le maire allait faire un lotissement, donc il fallait quasiment 3 fois la même surface pour faire le même nombre de logements. Et il se trouve que vendu avec l'exemple, je dirais avec ne serait-ce qu'un logement témoin, ça s'est très bien vendu, contre toute attente. C'est-à-dire que la pensée dominante, y compris des élus, c'est qu'un pavillon, c'est toujours au milieu d'un terrain, et qu'un terrain, c'est toujours 300 mètres ou 500 mètres carrés. Ben non, on a réussi à construire un lotissement, donc on a effectivement le droit de préemption à fonctionner. Et enfin, un dernier exemple, qui me paraît intéressant, c'est un îlot, comme vous en avez dans toutes vos petites villes de demain, un îlot classique avec 5 propriétaires, qui dispose d'un rez-de-chaussée commercial qui n'est plus mis à bail depuis fort longtemps, et on communique à l'appartement de l'étage par un escalier. Ça, c'est l'ancien délégué de l'ANA qui vous dit combien de fois on a été mis en face de ce genre de problème, alors qu'il existe un marché. Alors effectivement,
L'expérience, elle a très bien marché. Si vous allez voir Bayonne, Bayonne a fait ce travail assez extraordinaire, assez fin. On est allé chercher, vous voyez, voilà, les logements. Donc, on a 5 propriétaires. On s'est questionné sur l'existence de ces cours qui étaient plus utilisés et on a mis en indivision les cours. C'est-à-dire que les propriétaires sont devenus copropriétaires uniquement des cours pour construire un escalier, non pas seulement, mais aussi un local poubelle, digicode, boîte aux lettres. Et contre toute attente, la demande existe, c'est-à-dire qu'on a réussi à remettre sur le marché des logements à l'étage, là où les propriétaires n'avaient plus de rente, c'est-à-dire que très vite, le coût des investissements dans la cour au prorata des tantièmes de mètre carré, c'était peanuts, je le dis au passage. Et ce qui est plus particulier, c'est que les habitants, ces propriétaires se sont habitués à travailler ensemble et se sont dit, pas tout, si je cassais un mur entre ton rez-de-chaussée et le mien, je pourrais peut-être offrir à bail un truc plus grand pour, je ne sais pas, un opticien. Bon. Et donc, on est aussi là dans des choses qui méritent un management de projet qui est très particulier. En OPA, quelquefois, on a la chance d'avoir un animateur d'OPA qui est aussi architecte. Il ne va pas faire autre chose qu'une petite faisabilité, il ne prendra pas de risque, mais en tout cas, il indiquera les voies et moyens qui permettent de modifier et de remettre sur le marché ce petit îlot. Cette expérience, je la fais régulièrement. Il se trouve que je fais du workshop dans pas mal de villes moyennes en France et qu'on a plein de pépites comme ça. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que le projet ne se décrète pas sans des contributeurs potentiels. Il n'y a pas que la puissance publique qui est omnisciente. Et surtout qu'il faut créer les conditions de la confiance avec souvent simplement un propriétaire, voire pourquoi pas des gens qui ont un peu de sous. J'apparente ça à la démarche BIMBY, que vous ne connaissez pas, je ne suis pas là pour vous la décrire, ce n'est pas le but de la journée, mais simplement dire que la démarche BIMBY, elle nous a démontré, cette démarche qui consiste à inciter les propriétaires à se séparer d'une partie de leur terrain pour, par exemple, y construire leur maison pour leur vieux jour, plus petite, et vendre la maison qui préexistait à des gens plus jeunes. Et cette démarche BIMBY, on a beau l'écrire dans le marbre, ce n'est pas pour autant qu'elle va fonctionner. Là où elle fonctionne, c'est bien parce que les habitants ont été mis dans la boucle très tôt, les habitants propriétaires, j'entends. C'est-à-dire que dès le diagnostic, on leur a dit, voilà, on a besoin de logements, on ne souhaite pas s'étaler dans la nature et hypothéquer les terres agricoles, on aimerait bien travailler avec vous sur l'hypothèse d'un resserrement de l'urbain. Et on a des potentialités qui sont puissantes, souvent sur plusieurs années. Les gens ne seront pas forcément récalcitrants quand ils vont regarder le bilan. C'est ça qui est intéressant. Exactement comme pour l'îlot que j'ai montré précédemment, les gens vont regarder le bilan. Et du coup, ils vont aller chez le notaire, ils vont créer l'association syndicale libre. Comme ici, les gens qui sont âgés dans leur maison sur sous-sol vont peut-être faire le choix de glisser une petite maison de plein pied, plus simple, entre leur maison et la maison du voisin, et de se l'offrir avec la vente de la maison ancienne. Tout ça me paraît indispensable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chef de projet a vraisemblablement un rôle à jouer, soit dans le cadre du PLU, mais vraisemblablement dans le cadre du PLI, parce qu'il faudra écrire la règle derrière, mais certainement dans une logique, on va dire, de construction et d'habitude des habitants, qu'on n'a pas assez en France, qu'on trouve plus dans les pays nordiques, d'être là dans la réflexion. Voilà. Alors, juste, on va très vite. La planification stratégique, pour résumer, pour nous, elle est fondamentale, il faut s'appuyer dessus, le document d'urbanisme. On ne peut pas échapper à une démarche de programmation qui n'est rien qu'une reprise de ce qui a été fait à la planification stratégique, mais simplement dans un focus, on va dire, plus opérationnel avant, et tout ça avec de la participation citoyenne, mais véritablement voulue, d'accord? Et les opérations émergeront comme ça. Alors, je crois que on n'a pas enlevé cette slide, mais on ne va pas se répéter. Simplement, Bruno m'a donné un petit dessin qui va bien. Je te laisse le commenter peut-être, non? Oui, je comprends tout ce qu'on vient de voir, en fait. Depuis le début, on explique bien quelles sont les différentes étapes. On revient à la question qui était posée initiale. Vous avez bien vu qu'on a plus souhaité finalement expliquer comment le projet se met en place dans le territoire, plus que finalement quelles étaient vraiment les étapes, même si elles ont été abordées. Donc, c'est assez intéressant par rapport à ce qui est expliqué sur la manière de bien poser les réflexions et puis de rentrer dans les phases de projet, c'est qu'on voit bien finalement les différentes phases qui occupent la maîtrise d'ouvrage et comment une AMO
peut venir accompagner dans les contenus programmatiques jusqu'à l'assistance à la consultation des équipes de maîtrise d'œuvre qui interviendront ultérieurement. Et on a replacé cette concertation. Bien évidemment, elle est à géométrie variable. On peut très bien imaginer que la concertation soit à l'initiative du projet, c'est possible, Et cette concertation, elle aille aussi au-delà du projet, dans une valorisation du projet, dans une exploitation, dans une animation du projet s'il s'agit d'un projet relativement ouvert. Voilà, donc elle n'a d'autres vocations qu'à synthétiser tout ce qui a été vu pendant ces 2 heures. Voilà. Et je vous laisse, si vous avez des remarques, des questions. C'était relativement dense. Hein. Finalement, cette première session, elle nous ouvre sur toutes les sessions qui vont suivre. On aura en début 2022 une session sur la programmation qui sera vraiment dédiée à cette étape clé du projet, une session sur aussi la concertation. Et puis, Patrick reviendra nous voir en ce qui concerne l'organisation de la maîtrise d'œuvre et les procédures. Oui, surtout les procédures. Les procédures, ouais. Elle commande aussi la recherche d'un AMO. Il faut faire très attention au mécanisme de sélection. Ce cycle essaye de se reposer sur le calendrier, donc le petit but de demain. Les prochains rendez-vous cette année, donc au mois de novembre, le 25, il me semble, un atelier sur apprendre à bien décrypter son territoire, à l'analyser, à définir les enjeux qui peuvent construire le projet et les acteurs du projet. On aura la chance de retrouver Alexis Montaigne aussi de CEREMA pour cet atelier. Le 23, excusez-moi. Et le 7 décembre, donc, comme vous l'avez dit, une visite donc, à Guise sur le thème du patrimoine et du tourisme. Alors, si vous n'avez pas de questions, je vous propose de clôturer cette matinée. On a réussi à rester dans le temps, donc c'est très bien. Je vous donne la parole, M. Corretier. Je voulais simplement donc, remercier la qualité de l'intervention croisée, puisque là, quand même, il y a eu une préparation, je pense, assez fine sur les interventions à la fois, bien sûr, d'Alexis, également Patrick, mais également en fait, des directeurs de projet à tout corps de ville. Donc, il y a une qualité qui est totalement frappante parce que le sujet est tellement complexe. On a abordé tellement de notions, je pense que le diaporama sera bien sûr consultable pour que chacune et chacun puisse y revenir. Moi, j'ai quand même la joie quand même de penser qu'on va se retrouver à nouveau sur d'autres rendez-vous, qui aura en fait d'autres plénières, mais également donc, des travaux pratiques. Voilà. C'est aussi là qu'on va pouvoir probablement interagir un petit peu plus. Là, c'est vrai qu'à la fois le distanciel, puis avec le format d'assemblée qu'on a là, c'est un petit peu plus compliqué d'avoir un échange direct avec les intervenants, mais ce sera beaucoup plus simple à travers les ateliers, notamment qui seront donc construits tout au long de la séquence. Je finis simplement en indiquant un terme qu'a évoqué Vincent Royer tout à l'heure et M. Profit également, pour que vous y réfléchissiez sur la suite. C'est ce qui va nous conduire à travailler ensemble, c'est l'opération de revitalisation des territoires qui va être donc à construire sur les 18 prochains mois. C'est aussi un petit peu un terme qu'on n'a pas trop évoqué là, mais ce sera en fait le but justement d'arriver à travers ces différentes phases qui ont été évoquées, de diagnostic, la tactique et la stratégie. Vraiment, ce sera en fait pour construire cette opération avec l'ensemble des parties prenantes, pour le parce qu'il va y avoir bien sûr des financeurs, mais aussi, comme cela a été évoqué, les ayants droit et puis bien sûr l'ensemble des contributeurs possibles. Voilà, opération de revitalisation qui sera le cœur bien sûr du réacteur pour la suite pour l'ensemble de vos petits demain. Merci beaucoup pour la qualité en fait de ces interventions. Et je crois que vous mettrez à disposition
le rejeu, c'est ça, de cette intervention, de cette Oui. séance. Oui, tout à fait. Peut-être en fait l'annoncer. Oui, on a créé une chaîne YouTube où on retrouvera à chaque fois chacune des sessions, chacun des ateliers. On fera des reportages dans les ateliers. Et puis, surtout les sorties. On a évoqué 10, mais il y a d'autres sorties qui sont prévues, 4 sorties au total. Donc, on aura l'occasion d'y revenir. Je vous renvoie au programme qui vous a été envoyé par ailleurs. Donc, n'hésitez pas. Donc là sont ouverts aux inscriptions les 2 prochaines sessions, donc une session d'atelier pratique et une sortie. Et très rapidement, on pourra vous donner des programmes plus précis sur les sessions de 2022. D'autres remarques? Eh bien, je vous remercie de votre participation. Je remercie très chaleureusement les intervenants, Monsieur le Préfet d'avoir bien voulu introduire cette session, la DDT, la Chambre d'agriculture pour les lieux. Merci à vous.